j'ai toujours pensé à faire de mes mains mon propre sentier pour mon propre bien, à mon propre goût. Même si mon voisin rentre sans sonner, j'aimerais ça garder toutes mes clés chez nous. Ça fait que là, à l'avenir, va me dire que ça me tente de faire mes affaires. OK, c'est à mon tour. Et mesdames et messieurs, ne restez pas, restez à vous en position parce que dans une minute, Radio Info Sport en compagnie de Stéphane Allinger et Daniel Saint-Hilaire. Mes invités aujourd'hui, très spéciaux sur Radio Info Sport. Gilles Vachet, journaliste au Journal de Montréal, et tout de suite après, Dan Philippe de la Ligue des Noirs, dont on va parler à Radio Info Sport ce soir, de ce qui se passe dans la Ligue nationale de football. Mais tout d'abord, restez là, restez branchés. Stéphane Allinger, Daniel Saint-Hilaire seront là. Et touchez pas, comme disait un dans le bout de Québec, là, à ce piton-là. C'est ça la toune. Voici votre magazine sportif de la semaine avec vos animateurs Stéphane Allinger et Daniel Saint-Hilaire. Voici l'émission Radio Infosport, une présentation de la Fondation Équipe Québec pour une équipe nationale dans chaque discipline sportive. Encouragez-les. www.feqc.org. Voici vos animateurs. Bonsoir tout le monde. Nous sommes... quelle date aujourd'hui, les gars? Le 28. Le 28 septembre. Jeudi le 28 septembre, nous sommes à radioinfocité.com à l'émission Radio Info Sport. Je suis avec Stéphane Allinger, le co-animateur de l'émission, le président de la Fondation Équipe Québec. On a deux bons invités et peut-être possiblement trois. Notre dernier invité, en ce moment, il est au Casino de Montréal, puis il y a un gala de boxe qui va nous parler de la boxe. C'est notre grand expert de boxe. Et on a aussi deux invités très spéciaux ce soir. Le premier, et non le moindre, Gilles Vachet, journaliste sportif depuis 1973. Écoute, il va nous parler de ses débuts avec le Journal de Montréal, puis Sport Image, puis comment il est engagé par le regretté Jacques Beauchamp. Et on a vers 8h, 8h05, 20h, 20h05, Dan Phillips, le président ou directeur, le patron de la Ligue des Noirs du Québec. Il va nous parler de football et le geste de mettre le genou par terre lors de l'hymne national des États-Unis. Donc, Stéphane, ça va bien? Ça va bien, Daniel. Il s'en passe des choses dans le sport dans la dernière semaine. Là, Incroyable. On ne parlera pas trop de l'impact pour les Canadiens. Là, ça va pas trop bien. Ouais. Mais on a aujourd'hui un invité pour nous. C'est un honneur de recevoir en studio Gilles Vachet. Moi, ça fait longtemps que je connais Gilles. Gilles, ça va bien? Ça va bien, Daniel. Content de te recevoir. Écoute, ça fait des années que... Je me souviens quand j'étais entraîneur avec Bruni Surin et Métallus, tu nous faisais plaisir en couvrant nos athlètes. Et donc là, maintenant,
On parlera pas de Métellus et Surin, on va parler de Gilles Vachey. Donc, Gilles, peux-tu nous parler de tes débuts? Comment ça a commencé? Puis ton historique dans le sport? Quand est-ce que tu as commencé à aimer le sport, quand tu étais jeune? Ben, je me souviens, je me souviens bien, écoute, c'est sûr, je me souviens. C'est à la fin des années 60, j'étais, c'est moi qui passais les journaux, là, tu sais, j'étais un petit, comment est-ce qu'on appelle ça? Un camelot. Un petit camelot, là. Avec quoi, le... Puis, dans le temps, c'était le Montréal Dimanche matin, dernière heure, je me souviens plus. Moi, le Montréal matin, dimanche matin, La Patrie puis le petit journal, là. T'en avais 4. J'en avais 4. Donc, on disait dans le temps des runs. J'ai commencé avec, oui, exactement. Puis des runs de journaux. Avec, il y en avait des journaux, écoute. Tu avais le petit carrosse. J'ai commencé avec 5, parce que moi, j'ai eu l'idée à un moment donné de devenir camelot, parce que je voulais faire un petit peu d'argent, j'avais 12-13 ans, tu sais. Puis j'ai appelé au Montréal Matin, puis j'ai demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour être camelot, tu sais. Puis là, ils ont dit, ben écoute, trouve 5 personnes là, qui aimeraient ça se faire livrer les journaux. Puis j'ai, OK. Fait que là, j'ai commencé à cogner à toutes les portes. Je demeurais à Chaumédé-Laval, sur la 70e avenue. Puis là, je me suis mis à cogner à toutes les portes. Bonjour, monsieur, madame. Mon nom, c'est Gilles Vachey. J'aimerais être camelot. Est-ce que vous seriez intéressé à recevoir le Montréal Matin? Fait que finalement, j'ai trouvé 5 personnes qui étaient intéressées. Puis j'ai commencé avec 5. Puis après ça, j'ai monté à 10, puis à 15, puis à 20. Puis je me suis rendu à 40 même à un moment donné, tu sais. Parce que le Montréal Matin, dans le temps, il y avait il faisait des concours. Si on réussissait à trouver 5 nouveaux abonnements, ou 10 ou 15, on allait à New York ou des choses comme ça. Fait que, oui, c'était pour... Je suis même allé à Zabul Chasm, je suis allé à New York. Il y avait des beaux concours là, comme ça, puis qui faisaient en sorte que on voulait en avoir de plus en plus, là. Puis après ça, l'idée m'est venue de le dimanche. Je m'en posais le dimanche matin. Je vais faire plus de voyages. Plus de voyages. C'était le fun, écoute. Et puis plus d'argent. Hein, puis là, après ça, en livrant les journaux comme ça, avant de les livrer le matin, je me levais tout le temps vers 5 heures. Mon père, il venait me réveiller, tu sais, puis Gilles, viens-t'en, là, il est 5 heures, là, parce qu'avant d'aller à l'école, il fallait que je les fasse. Il fallait que je les passe, les livres. Là, je me suis mis à lire les sports, la section des sports. Puis là, je trouvais ça le fun. J'ai dit, écoute, à un moment donné, l'idée m'est venue. J'aimerais ça de ma tête. Putain, c'est ça que je veux faire plus tard. Puis là, je me suis mis à commencer à écrire des textes. Puis ma soeur est... Tu pratiquais, quoi? Oui, et puis ma soeur, le dactylo, ben, on avait des machines à écrire dans le temps. Il n'y avait pas d'ordinateur comme aujourd'hui. Fait que ma soeur, elle m'a montré le doigté, parce qu'elle, elle étudiait pour être secrétaire. À la technique. Fait qu'elle m'a tout montré la technique. Puis là, tic, 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 tranquillement, pas vite, j'ai commencé à devenir bon, tu sais. Puis là, l'idée de devenir journaliste allait de mieux en mieux. Puis j'aimais ça, en plus. Fait que si t'aimes pas écrire, s'il y a des jeunes journalistes là, qui veulent savoir quoi faire, puis qui veulent devenir journalistes, je leur demande toujours, première des choses, est-ce que tu aimes ça écrire? Parce que si tu n'aimes pas écrire, là, c'est mieux d'oublier ça. Là. Est-ce que tu aimais, par exemple, le français à l'école, améliorer tes fautes et ton orthographe pour ça, doit? Oui, j'avais des... Moi, j'ai fréquenté l'école Saint-Maxime à Chaumédé durant 5 ans, puis j'avais des bons professeurs en français. Puis j'avais une sœur supérieure en 10e année, puis elle était dure avec nous autres. Je dis que ça m'a aidé beaucoup. C'est sûr que on travaille encore plus... c'est encore plus difficile de travailler quand on a des professeurs qui sont... Mais ils sont passionnés. Pour améliorer ton français, écoute, c'est pas facile, hein, le français. Fait comme dans n'importe quoi, il faut que tu travailles 2 fois plus fort. Puis moi, j'avais pas peur de ça. Puis... Et là, après ça, ben là, t'as pratiqué, t'as écrit des textes, ta sœur t'a corrigé, puis là, tu t'es amélioré, puis là, après ça, mais tu rêvais d'être un vrai journaliste. T'as cogné à des portes. Qu'est-ce que tu as fait au début? Qui t'appelait? C'est qui tu harcelais? Harceler aussi. Ben, j'ai appris à un moment donné qu'il y avait un petit journal qui s'appelait Sport Image.
Puis j'ai dit, tiens, je vais m'essayer, je vais appeler celui qui est en charge de ça, Roland Meloche dans le temps, qui s'appelait. Puis il dit, écoute, OK, tu écrire un peu? Je dis, oui. Fait qu'il vient me voir, puis il dit, on va essayer de te trouver quelque chose. Est-ce qu'il t'a fait un texte, quelque chose? Oui, j'ai fait un texte, puis il a trouvé ça bon, tu sais. Fait que là, il a dit, on va te donner, à l'été 71, il dit, on va te donner la chance d'écrire des textes sur la lutte. Okay. Fait que la lutte, T'as aimé ça? Ben oui, puis la lutte dans le temps des années 70, c'était populaire, hein. T'avais Abdullah the Butcher, puis Johnny Rougeau, puis on regardait ça le dimanche matin. Gilles de Fish, Poisson. Ah oui, puis... Tarzan, la bottine, Tyler. Moi, je suivais à ça tout le temps. Et c'est bon. J'ai beaucoup lu tes textes. Dino Bravo, Gino Brito, t'avais toutes les... Eddie Critchman. Ah oui, lui était bon. Ah, lui était bon. Oui, meilleur, ça. Il me faisait rire. Puis, écoute, des fois, il était l'invité de Jean-Paul Sarrault dans le temps, qui était l'autre journaliste, puis... Eddie Critchman, il pompait avec son bâton électrique. Là. Ah, mais c'était le meilleur. Écoute, c'était effrayant. Donc, t'as commencé à Sport Image? Oui, puis j'ai fait des textes sur la lutte. Il me donnait 5 $. Puis après, j'ai fait un petit peu de baseball junior. Ça, c'était l'été. Puis, tu sais, des petites choses quand même, pas trop. Juste pour m'aider à composer, puis savoir un peu comment ça marchait. Puis après ça, ben le Sport Image a fait faillite. Ça n'a pas... Puis là, ben c'est le Sport Illustré. Je suis allé avec Jacques Vanasse, sur la rue Saint-Denis. Puis qui ressemblait un petit peu au Sport Image, mais une fois par semaine. Okay. Fait qu'ils m'ont fait couvrir la Ligue junior majeure du Québec dans le temps avec Mike Bossy puis tout. Fait que là, j'avais la chance d'aller un peu partout. C'était suivi, ça, que Mike Bossy? Ben oui, Mike Bossy, Robert Sauvé, qui était devant le filet. Puis j'ai été aussi relationniste pour le National B de Laval en 1971. Quand Mike Bossy avait 15 ans à ce moment-là. Puis une année avant qu'il fasse le saut dans la Ligue majeure du Québec à 16 ans, avec le vrai national de Johnny Rougeau. J'étais dans les relations publiques. C'était vraiment ça que je voulais faire. C'est fun, ça. Puis jusqu'en 1973, mais là, quand je me suis senti capable, j'ai appelé, j'appelais Jacques Beauchamp tous les jours. Tous les jours? Écoute, non, ben, je l'appelais tous les jours parce que à chaque fois que je l'appelais, je disais, Monsieur Beauchamp, mon nom est Gilles Vachette, j'aimerais... Ouais, mon petit gars, j'ai pas le temps aujourd'hui. Rappelle-moi demain, là, tu sais. OK, monsieur. Je disais pas, le lendemain, Monsieur Beauchamp. M'avait dit de vous appeler. Ah, tu sais, puis, oui, je sais, mais là, encore, rappelle-moi. Là, on dirait qu'il avait le goût de dire, il est-tu fatigant, ce petit maudit-là, tu sais. Fait que, je l'ai tellement achalé, qu'à un moment donné, il dit, OK, viens demain, là, puis on va t'essayer. Puis c'est comme ça, j'étais allé, là, ils m'ont fait traduire une couple de petits textes. Il y avait des textes en anglais. Puis, ça venait de quoi? Ben, de United Press International, des agences de presse. Des gens de Telex ou je sais pas quoi qui rentraient, là. C'était, des textes. Des papiers rentraient. Oui, exactement. T'entendais le bruit, là, oh mon Dieu. Ça traduisait ça. Puis, il déchirait ça, des petits textes. Fait que quelqu'un m'avait averti, Marc Lachapelle, qui travaillait au Journal de Montréal dans le temps, il m'avait averti que c'était ça qui était pour moi. Au début. Fait qu'il dit, prépare-toi. T'étais junior, là, tu commences. Exactement. Puis chez nous, je prenais des textes de la Gazette, puis du Montreal Star, puis je les traduisais. Okay. Fait que j'étais un peu préparé. Parce que donc, quand Jacques Beauchamp t'a donné le hockey, là, OK, tu viens demain, mettons, tout à l'heure. Oh, ben, il a fallu t'avertir tes parents? Non, mais j'ai pas averti. Non. C'est parce que... Quand j'ai eu fini de passer mon test, là, il dit, écoute, OK, viens dans le bureau, je vais te parler. Fait que j'arrive dans le bureau. Jacques, ça? Oui, Jacques Beauchamp. Ça devait être intimidant quand même, Jacques Beauchamp. Ben, je le voyais à la télévision. Oui. Mon Dieu, en tout cas. Tu avais 17-18 à peu près. Oui, 18 ans, là. Okay. Puis là, il me disait, tu sais, je le voyais comme une idole, là, tu sais. Fait que là, il dit, écoute, qu'est-ce que tu fais après-midi? Puis ça, c'était le matin que j'avais... Ouais. Bon, j'avais un cours à... T'allais au cégep? Au cégep, en technique administrative. Bois de Boulogne, c'est ça? Oui, Bois de Boulogne. Okay. Puis, je savais qu'il était pour me dire... qu'il était pour m'embaucher, peut-être. Tu savais? T'sais. Fait que là, j'ai dit... Mais j'avais un cours l'après-midi, mais je l'ai pas dit, tu sais. Il dit, qu'est-ce que tu fais après-midi? Je t'ai pas pu dire j'avais un cours. Oui. Parce que... Tu veux travailler au Journal de Montréal, peut-être, oui, je voulais travailler au journal, tu sais. J'ai dit, oh non, j'ai rien. Rien, menteur. OK, après. Ben, j'ai bien fait d'être menteur, parce que... Oui, c'est ça. Fait que là, il dit, écoute, viens après-midi. Et tu commences après-midi. Il m'a donné 90$ par semaine, ça fait tout tas d'affaires.
Oui. Écoute, Puis là, j'ai appelé ma bête tout de suite. c'est le job. J'ai trouvé... ouais. ça fonctionne. Là. Mais t'avais 3 mois à ce moment-là, quand même. Tu sais, parce qu'on était syndiqués. OK. Puis t'as 3 mois d'approbation qu'ils appellent. Là. Ouais, période de probation. Puis là, si dans ces 3 mois-là, tu fais pas l'affaire, il peut te mettre dehors. Là, tu sais. Ouais. Fait que pas besoin de te dire que durant ces 3 mois-là, j'ai fait attention. Puis Ben ouais. quand il me demandait de rentrer ou de faire du temps supplémentaire, je disais oui tout le temps. Tu sais. Ben oui, c'est ça. Et puis là, ça a commencé. Et puis là, tu étais à temps plein. Tu travaillais dessus tous les jours? Ben, pas mal. Là. Écoute, au début, là, des fois, c'est 5-6 jours par semaine parce qu'il y avait toujours besoin de quelqu'un. Puis j'ai jamais dit non, naturellement, parce que je savais que Jacques était fait comme ça. Pardon? Tu peux pas travailler. Pardon? Et après, à la porte, puis quelqu'un... Non, écoute... Mais Jacques, c'était un gars qui travaillait à 20 heures par jour. Ah, ça, c'était ouais. effrayant. Écoute, il y avait son bureau... Dormait là des fois. Oui, puis sur la rue Port-Royal, nos bureaux, là, Ben ouais. ça faisait dur. Écoute, c'était... Est-ce que tu as déjà rencontré Pierre Péladeau, par exemple? Oui, ben, il venait de temps en temps. Ouais. Mais, C'était le propriétaire du Joueur de Montréal. Oui, hey, tu gars, viens ça de toi. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ça devait être quelque chose de rencontrer Pierre Péladeau. Oui, écoute, c'était... Il y a toujours... Lui, Pierre, c'est un gars il respectait beaucoup ses employés. Hein. Okay. Puis il disait tout le temps, si vous me faites faire de l'argent, il faut vous en faire faire. Tu sais. Ah, c'est bon. Puis je me souviens que durant les 36 ans que j'étais au journal, j'ai jamais eu de lockout, on n'a jamais eu de lockout ni de grève. Avec Pierre. On réussissait tout le temps à s'entendre. Ouais. Parce que mais là, c'est sûr que quand il y a eu le lockout, puis à Carl, c'est une autre affaire. Là, tu sais. Lui, je peux pas dire que ses employés, ils ont bien traité, mais en tout cas, Ouais, c'est ça. ça, c'est une autre affaire. Une autre affaire. On en parlera une autre fois. J'en parlais de toi. Là. Et puis là, tu as commencé, OK, puis tu as eu une longue carrière. Tu as couvert, je sais que tu as couvert beaucoup de cyclistes. La lutte, parle-nous de la lutte, hein? Ben, la La lutte, tu as des beaux souvenirs, Ouais. peut-être à la lutte. Raconte-nous Mais- l'histoire de lutte. L'histoire de lutte. Je pourrais, oui, les frères Maguire, écoute, ben ça, j'étais au Sport Image à ce moment-là, OK, puis OK. j'avais décidé de faire un article sur les frères Maguire. Raconte-nous, c'est qui ça, ils- les frères Maguire? Connais-tu ça, Stéphane? C'était les jumeaux Maguire parce qu'ils étaient jumeaux, là. Les jumeaux, mais ils pesaient combien chaque? Ah, ben 600 livres à peu près, là, tu sais. 600 livres. Puis là... Ah. Oh, oui, ben oui. Écoute, c'était des gars qui étaient, Puis, qui se promenaient en petit bicycle. En petit bicycle, genre Puis là, en ça- 90. Tout débordait, là. C'est vrai, j'ai compris ça. Avec des tailleurs ballons, là, puis c'était Ouais, populaire sa planète, ces gars-là. là. Ah, ouais. Ils ont peut-être même fait des apparitions à Hollywood, des films, là. C'était les frères Maguire. Même, il était exposé, même. Il y avait une tente spéciale au Parc Belmont, juste de l'autre côté de la rue. Puis, C'est une attraction, Parc Belmont. Une attraction, exactement. Venez voir les frères Maguire, Les deux jumeaux les plus gros de la planète, là, Hey, j'avais été l'interviewer chez lui. chez lui. Il faisait chaud, Il c'était couchait, en plein été. il restait dans Avec le une Cartierville, là? À Cartierville. En face, ouais. Ouais, juste en face du Parc Belmont, là. Puis je me rappelle, mon Dieu, écoute, ça m'avait Toi, t'étais impressionné. tout petit à Ben oui, côté. je pesais 120 livres à peu près au début. Elle compte 600 livres chaque. Fait que, il fallait pas qu'il tombe sur le bout. Et raconte-nous les combats, comment ça se passait avec les frères Maguire, là, puis les Rougeaux. Ouais, écoute, il y avait des combats. Il y en a organisé au Centre Paul Sauvé, naturellement, mais il y en a eu aussi au Parc Jory avec Johnny Rougeau, avec Doula de Butcher. J'ai couvert ça. Moi, il y avait 15 000 personnes, 20 000 personnes au Parc Jory. Puis les frères Maguire étaient là-dedans, c'est sûr. Puis quand il tombait sur le gars, écoute, pas besoin de te dire qu'il gagnait, parce que le gars, il pouvait pas le relever, tu sais. Mais c'était tout arrangé, tu sais. Ben Je veux oui, dire, écoute, et j'ai eu Jacques Rougeau par la suite. On est devenus bien chum. Jacques, le frère de Johnny, ou le fils? Les fils, tu sais. Ah, le fils, ben oui. Puis surtout des années 2000, là, c'était tout le temps à moi qui faisais des communiqués puis qui faisait ses articles pour Jacques. Hey, Gilles, aide-moi donc. Tu connaissais Johnny aussi à cause du National de Laval. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça. Johnny, avant qu'il meure, là, Ben tu oui, sais, c'est ça. il est décédé du cancer. Et Johnny Rougeau, c'était aussi à une époque le garde du corps de René Lévesque. Hein? Ah oui. Il était bodyguard, garde du corps. Johnny Rougeau, ça a été... Ouais. Donc, y a-tu des souvenirs que tu as dans ta carrière journalistique, des scoops que tu as eu, par exemple? Ben, moi, des belles écoute, histoires, là, Ce qui m'a aidé au début, quand j'ai commencé, j'ai fait la crosse professionnelle. Tu sais, au Forum, au Forum de J'allais Montréal voir ça. avec les Québécois. Ça Blanchard était s'appelait. là-dedans. Puis ça a été vraiment ce qui a parti ma carrière parce que John Ferguson, qui était l'ami à Jacques Beauchamp, L'ancien numéro 22 du Canadien. lui, écoute, c'était... John Ferguson. J'ai vécu
une année extraordinaire, un été extraordinaire en 14-75. Ok. Parce que on allait à Toronto, tu suivais l'équipe? On se promenait, puis il suivait l'équipe, puis on avait un avion DC-3, puis des avions de guerre, là, tu sais. Ah oui. Puis là, moi, j'avais mon ordinateur, puis j'étais avec Pierre-Olivier Houd dans le temps, dans le matin, puis quand on partait, là, l'avion, la shakeait, là, tu sais, puis ça prenait 4 heures pour se rendre à Philadelphie. Okay. Avec puis il y avait des hélices après ça, puis il faisait chaud là-dedans, là, puis là, un moment donné, là, on était là, on regardait tous les moteurs, voir il n'y en a pas un qui était pour... lâcher. Puis effectivement, une fois, c'est arrivé, un moteur qui a lâché, puis on était à Rochester, puis on tournait, puis putain, on n'avance pas. Un gars, là, on entend le pilote, on a un problème de moteur. Ben oui, il y en a un qui a lâché, là, tu sais. Fait que, un moment donné, on avait John Davis, qui était un des bons joueurs de l'équipe, le meilleur joueur de l'équipe. Puis lui, il avait peur de l'avion. Il est venu blanc. Les gars étaient blancs. Finalement, au bout d'un certain temps, on a atterri. Mais avant qu'on atterrisse, les gars, ils étaient très nerveux. Puis, c'était une expérience. Là. Et je sais que tu as suivi beaucoup le cyclisme parce que j'ai regardé un peu sur Internet aujourd'hui. J'ai mis ton nom sur Google. Là. Mm-hmm. Puis j'ai vu, un nombre incommensurable d'articles que tu as fait sur le cyclisme. Ben, ça a commencé en 1976. Je connaissais absolument rien dans le cyclisme. Mais quand il y a eu les Jeux olympiques à Montréal, notre directeur des sports, qui était Jacques Beauchamp à ce moment-là, tu sais, il a décidé, lui, de chaque... il y avait un spécialiste sur chaque discipline sportive. Pour la couverture. La couverture, il y avait Gilles Théroux, je pense que c'était lui qui était adjoint. Il a décidé que c'était moi qui faisais le cyclisme. Fait que là, j'ai dit à Gilles, je connais... Non, il dit, tu vas connaître ça parce que c'est toi qui t'en vas là. T'as pas le choix. Puis, tu sais, quand t'as pas le choix, tu sais. Fait que je suis allé là, puis écoute, le Vélodrome, Anton Tack, puis Daniel Morellon, le sprint, j'ai tout connu ça, c'était le fun au bout. Écoute, il y avait 4-5 000 personnes. Puis le sprint, c'est le fun parce que, tu sais, le monde, t'entends absolument rien. Tu vois deux cyclistes qui sont en train de... En tout cas, écoute. Et puis, l'autre affaire qui était le fun, c'était la course de Pierre Harvey, qui a fini... qui a été Pierre Harvey, écoute, extraordinaire. Il a fini 24e, quand tu penses. Comment c'est difficile de Mont-Royal puis tout. C'est là qu'on a découvert Pierre Harvey. Oui. Puis par la suite, j'ai rencontré avec le Vélodrome Tino Rossi des Mardis cyclistes de la Chine. Puis quand il a commencé en 77, c'est moi qui ai couvert ça. J'en ai fait durant 34 ans. Tu sais que tu as été honoré par la Fédération de cyclisme? Non, ils m'ont jamais honoré. Non, je pensais que tu avais donné un trophée ou quelque chose. Même pas. Va les appeler. Même pas. Va les appeler, les tabards. Parce que une fois, je parlais avec une des responsables. Écoute, il me semble que j'ai fait beaucoup pour le cyclisme. Parce que j'ai couvert les tours de l'Abitibi par la suite, le tour du lac Saint-Jean. J'ai fait le cyclisme féminin avec Geneviève Janson. J'ai fait beaucoup de courses. As-tu déjà fait les 6 jours du Centre Paul-Sauvé à l'époque? Ben, j'ai fait non. Moi, j'allais là, Patrick Sercu, c'était spectaculaire. Mais il y en a eu des 6 jours avec Guy Morin qui ont eu lieu au Vélodrome durant 2 ans de temps. Tu avais Flat Top Paquin qui était là. Puis écoute, qui était là? Flat Top Paquin. En tout cas, écoute, il était le trio, là, tu sais. Et là, maintenant, après qu'il y a eu le lockout, tu es devenu, on peut dire, pigiste, tu as travaillé à plusieurs endroits. Là, maintenant, tu fais quoi, puis tu es où, là? Mais là, je travaille pour une équipe de hockey qui s'appelle l'Arctique de Montréal-Nord, dans la Ligue Junior 3, parce que j'ai couvert la Ligue durant 24 ans, moi, la Ligue Junior 3, puis je l'ai quasiment bâti. Hein. Écoute, en 1988, c'est une ligue qui est partie tranquillement, puis moi, je me suis mis à couvrir cette ligue-là. Puis avec les articles que j'ai faits, elle est devenue... aujourd'hui, il y a 12 équipes. Fait que je m'occupe de... Ils m'ont demandé de les aider. C'était un Italien, Joe Parata, qui... L'année passée, j'ai commencé... Écoute, il me paye un petit peu. Mais moi, c'est surtout pour m'amuser. C'est ça, t'amuser. Mais dans toute ma carrière aussi, ce qui m'a aidé, c'est les courses de chevaux. J'ai couvert les courses de chevaux durant 17 ans. Puis, il connaît bien, en passant, Max Bradette. Ben oui, ça se pensait. Puis Jeff Fortin, puis ces gars-là, les gars de faux. Moi, je me souviens une fois, écoute, mes athlètes avaient été honorés
à l'hippodrome de Montréal. Je pense que c'était avec la médaille d'or. Puis, je ouais. t'avais rencontré avec Ouais, mes c'est athlètes. ça. Mes athlètes avaient eu du plaisir Ah. à jaser avec toi, là, parce que tu les avais fait rire pendant 2 heures. Ah, Ah, il y ben, avait- j'ai le sens de l'humour. tu sais, Ah, c'est il y avait comme aimé ça. C'est Gilles qui interviewait, mais elle m'a dit une chose, les athlètes ont eu du plaisir, parce que ça a été une entrevue peut-être la meilleure qu'ils ont jamais eue dans leur vie. Ah, ouais, le ben meilleur oui. souvenir à quel journaliste. Ben, là, les tu sais. gars, moi, je prends pas ça au sérieux des fois. Là. Tu sais, ma vie, ça a été un peu... Ben, le jour j'ai toujours dit, le jour où on n'aura plus de fun, ça vaut plus la peine de... Ah. Mais il faut te compter la fois que j'ai commencé à travailler ces courses de chevaux, c'est que Jacques Beauchamp, qui était un amateur de courses de chevaux, en 1983, Jacques, qui était Robert Harel, qui était à ce moment-là celui qui couvrait les activités, l'été, il prenait toujours 6-7 semaines de vacances. Fait qu'à un moment donné, il voyait pas ça, lui, que durant 7 semaines, il n'y avait absolument rien, ces courses de chevaux dans le journal de Montréal. Fait qu'il a demandé à Gilles Théroux, qui était l'adjoint, il dit, trouve-moi donc un journaliste là, qui va faire les courses. Il dit, tiens, Gilles Vacher, il serait bon là-dedans, me semble. Fait que Gilles Théroux, il me fait venir dans le bureau, il dit, quoi, il dit, toi, Gilles, il dit, les chevaux de course, tu connais ça? Je dis, non, je connais absolument rien là-dedans. Ben, il dit, tu vas connaître ça parce que tu t'en vas à l'hippodrome. Tu vas connaître ça, comme le cycliste. Ouais. Ben oui, puis là, j'ai commencé tranquillement. J'allais dans les écuries, puis là, j'ai rencontré Jean-Paul. Parce que, écoute, il y a tellement de choses à comprendre dans les courses de chevaux, les exactas, comment gager, comment les entraîneurs, les conducteurs... Les entraînements, des vétérinaires. Ah, et, c'est un monde... il y a de la psychologie là-dedans du tu cheval sais, des aussi. filions, puis t'as ouais. des familles, des bardiers, des filions, Les turcottes. les turcottes. Écoute, il y en a eu tellement de personnes là-dedans. Là, puis j'ai tout connu ça. Puis aujourd'hui, j'étais encore un amateur de course, tu sais, ça n'a pas lâché. Est-ce que tu penses que ça pourrait revenir à Montréal, les courses? Ah, je ne penserais pas. Là, écoute, Ça, c'est de la loterie du Québec. Ça prend, il y a ça, puis il faudrait que notre maire, qui est Claude voyons Coderre, voyons, Denis. Denis Coderre, ouais. Il faudrait qu'il pousserait pour... Pas juste le baseball, quoi. Ben... Faudrait qu'il y ait d'autres choses. Non, mais c'est une affaire qui pourrait quand même fonctionner. Ben oui, mais c'est ça. avec... Écoute, l'hippodrome s'est rendu trop gros, puis c'est sûr que les jeunes sont pas attirés par ça. Là, Faut pas éduquer, c'est une éducation. Ah, c'est ça. Puis dans le temps, c'était de père en fils. Ouais. Puis, Ben oui, c'est ça. puis l'autre, il montrait comment ça fonctionnait, puis gagé. Surtout puis au début de la Nouvelle-France, Max Bradette nous en a parlé. Il y a eu un spécial hippodrome par Max. Puis moi, j'ai écouté ça, c'était intéressant. C'est parce que le meilleur cheval des villages, c'était le prêtre qui l'avait ou le notaire. Tu avais le docteur, le notaire ou le prêtre. Là, ça avait les meilleurs chevaux. Puis les Français de la Nouvelle-France, eux, ce qu'ils faisaient, lorsqu'il y avait des chevaux qui arrivaient, mettons, d'Angleterre ou de France, les malades, là, les chevaux malades, ils les prenaient parce qu'ils étaient pour les tuer. Ils en avaient besoin, nous autres. Puis eux autres les entraînaient, les chevaux malades. Puis c'est comme ça que les Québécois ont développé leur habileté, leur savoir-faire sur comment traiter, guérir, puis entraîner les chevaux. Ouais. C'est le savoir-faire des Québécois, ça part de la Nouvelle-France avec les chevaux malades. J'en revenais pas quand j'ai écouté ça. Parce qu'ils voulaient, eux autres, ils voulaient battre à tous les dimanches, il y avait des fêtes foraines de temps en temps. Puis il y avait des courses de chevaux. Puis les colons amenaient leur cheval. Ah ouais. Puis souvent, c'est eux autres qui gagnaient. Parce qu'ils savaient mieux traiter les exactement, chevaux. ça a commencé comme ça. Puis, Ouais. écoute, c'est pas d'hier, là, les chevaux, ça a duré 100 ans avant que finalement le gouvernement décide de mettre l'industrie à terre complètement Ah, exact, en 2008. Tu sais. ouais, J'étais là d'ailleurs quand ils ont fermé l'hippodrome de Montréal là, au mois de novembre 2008. Écoute, tout le monde pleurait. Écoute, il y a des fermes d'élevage qui ont perdu leur emploi. Ben ouais. Il y a eu 5000 personnes qui sont plus. Une chance que au cours des 5 dernières années, il y a maintenant le club jockey du Québec. Là, ça s'est formé, puis ils ont acheté la piste de Trois-Rivières. En achetant la piste de Trois-Rivières, selon l'agence de Paris Mutuel au Canada, ils ont pu ouvrir des salons de Paris. Fait qu'il y en a une dizaine au Québec maintenant. Mais pour que ça fonctionne, des salons de Paris, il faut qu'il y ait une piste qui est fonctionnelle. Ben, Puis avant, à Trois-Rivières, il y a ça. il n'y en avait pas deux à Montréal. Il n'y en a pas une à Richelieu. Oui, C'était où, ça? des années 70, à Pointe-aux-Trembles. Je me souviens, j'étais là. Ben oui, Ah c'est ouais, ça. ça Il y en avait deux à Montréal. Ah oui, ça Ah, marchait. C'était-tu les deux? C'était-tu des trot et âme, les deux? Là, Oui, il y a même eu du galop même à ouais? l'hippodrome. OK, parce que nous, les Québécois, dans le temps, c'était du trot et âme, d'après C'est ça? ça, ouais, du trot, puis il y a eu du galop même à un moment donné, mais c'est... OK.
Ça a pas... Du galop, c'est Ben, avec un équipier, Un jockey. Là, un jockey sur un le dessus, puis dans l'autre, c'est avec Mais là, la... c'est parce que les chevaux, il faut que tu les fasses venir. L'élevage ici, là, c'est on appelle ça des thoroughbreds, il n'y en a pas de ça. Mhm. Ça. Fait que nous autres, on a des fermes d'élevage de standardbred Ok. pour le trot et ambre. Ouais. Mais on n'a pas de. Fait qu'il faut que tu fasses venir les chevaux des États-Unis. Puis fait que, mais il y en a au Canada, il y a quand même une piste à Woodbine avec du galop. Ah ouais? Oui. Ouais. C'est où ça, Ben, Woodbine? je sais. C'est Woodbine. une ville, ça? Non, c'est à côté de Toronto. Ah ouais? La piste s'appelle comme ça, Ok. la piste Woodbine. Il y en a deux pistes. Mais quand tu regardes là, Montréal, là, puis tu regardes Toronto, là, comment est-ce que nous autres on fait dur, excuse-moi. Là. Ben, Les autres là-bas, ils ont une équipe de basketball, OK? Ils ont baseball. une équipe de soccer, ils ont une équipe de course professionnelle, ils ont deux pistes de. Ils ont deux pistes de course de Ah chevaux. ouais. Qu'est-ce qu'il y a pour ça? Il y a un, Ben, festival, il y a un festival de films. Ils ont du soccer. écoute. Ben, vite, ils vont avoir une équipe de Ben, NFL, regardez bien aller. Ben, ils seraient capables Ben, parce ils que. sont- C'est sûr qu'ils seraient capables. Ben oui. Parce Ah qu'ils ont de l'argent. Qu'est-ce que tu veux que je Ouais. te dis? De Ben l'argent. ouais. Là. Puis ils ont la population aussi. Là. Ouais. Ah ouais. Tu sais, nous autres, de plus en plus, Montréal, les gens s'en vont. Mais les autres, il y a combien de millions à Toronto? 12, Ça, 10 millions? Ah, c'est une grosse ville. Là. Ça doit ouais. être le double de Montréal, Je probablement. pense là. que c'est 8 millions minimum. Écoute, Ah ouais. les bourses, Québec. là, nous autres, à Trois-Rivières, nos bourses pour les chevaux, Ouais. là, c'est 2000, 3000 pièces par Ah, course. ok. Mais Là-bas? là-bas, c'est 10, 20, 30. Tu sais, Il paraît qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont en demande dans le monde. Il paraît, des trainers, des... ah ouais, ben écoute, Il paraît, là. on a des Il est bons. bon. On a des bons Québécois. Moi, ce que je déplace, c'est qu'on a Yannick Gingras, on a Daniel Dubé qui est à Yonkers, C'est ça, on a les Sylvain Filion qui est à Toronto, on a eu Hervé Filion cette année, ok, qui est décédé. OK. Puis ça, je me suis t'en parler parce que il a gagné 15 000 victoires dans sa carrière. C'est des records quasiment, ça? Ben, il y en a un qui a 20 aujourd'hui, Dave Pallone, là, qui Ok. l'a débattu. Ben, là, avant, depuis c'était ce temps-là. Fillon, hein. Puis, dans le Journal de Montréal, même pas une ligne c'est malheureux, tu sais. Ils ont- Ah, c'est... c'est sur un gars, un Québécois, Mhm. qui... Mais ça, justement, c'est que moi puis Stéphane, on déplace ça souvent. On a des Québécois qui réussissent des choses grandioses dans le monde. Ouais. On n'en parle pas, Ouais. souvent. C'est pas ça. Tu veux dire, tu sais, c'est une éducation. Il dit, ouais, mais ça intéresse pas les gens. Ça intéresse pas les gens, c'est pas vrai. Non. Parle-en, puis éduque-les, puis ils vont peut-être aimer ça. Ils vont Ouais. avoir un intérêt. Mais si t'en parles jamais, c'est sûr qu'ils sont pas intéressés. Mais c'est pour ça que nous autres, on s'est battus dans le temps pour le Journal de Montréal, pour qu'on était en accord durant 2 ans. On avait des spécialistes sur toutes les disciplines. Puis, tu sais, on avait comme Serge Vleminx qui couvrait le sport universitaire, tu sais. Mhm. Fait que t'avais, dans le Journal de Montréal, t'avais quelqu'un qui couvrait les courses, t'avais quelqu'un qui... Ah ben ouais. Puis, C'est multi-sport, tu tu sais, sais. puis il couvrait Ouais. le football. Je parle de Serge, c'est parce qu'il a couvert, lui, le sport universitaire, le football. Dans les... ouais. Tu avais aussi tout le sport amateur qui a... c'est important, le sport amateur qui couvre. Mm. Maintenant, il n'y a plus personne qui couvre Non, ça. Ah ouais. Non, je sais. C'est terrible. Ben, regarde, nous autres, avec Stéphane, avec la Fondation, avec notre émission, écoute, ça fait 2 ans et plus qu'on a l'émission, puis on couvre tous les sports amateurs, ben, olympiques, on va les appeler ça maintenant, olympiques ou non olympiques, donc amateurs. Mhm. Puis ces athlètes-là, quand ils viennent, les entraîneurs-là, ça peut être des annonceurs, des parents, il n'y a pas aucun autre média Ah, qui s'intéresse à ouais. eux. Imagine. On est à peu près le seul Ouais, ouais. en ce moment qui s'intéresse c'est- à tout le monde. Mm. Tu sais, C'est- exactement. Des- Puis J'ai rien contre l'impact ou Ouais. les Ouais, alouettes. ouais, c'est ça. Mais il y a d'autres choses aussi. Tu sais. Mm. Je Exactement. veux dire, Il y a plein de boxeurs là, qui sont sur le bord d'être des boxeurs olympiques là, ah ouais. dans le top 5, là, puis personne n'en parle. Ils ont de la misère à se rendre à leur championnat du monde. Ouais. Comme on dit souvent, moi puis Daniel, les patineurs de vitesse, courte piste, ils ont même pas eu d'argent pour aller au championnat mondial en Norvège l'année passée. Tu sais, C'est des champions olympiques, c'est des champions. des du monde. champion. Ben, c'est ça que. C'est- c'est on pour fait ça- pitié en c'est- tabarouette. C'est pour ça que quand il y a eu l'accord du journal, ils ont coupé la moitié des journalistes, Ah Mm. surtout au sport. Tu sais. Puis tu regardes aujourd'hui, moi je pourrais te montrer qu'est-ce qui se faisait dans le sport dans le temps qu'on était là. Puis qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a de l'air? Tu tournes les pages, il n'y a pas de Ouais, contenu. c'est tu ça. sais. Mais Et- Ben, à l'époque, vous aviez parti un journal Internet, le Frontenac, ça se ah peut-tu? oui, la rue Frontenac. Ouais. Je me souviens, rue Frontenac. Pendant hein? que le lockout, Ouais. on faisait des. De Durant rotation. 2 ans de temps avec des pancartes, puis on Ouais. se promenait, puis on avait des longues vues, puis on checkait ceux qui rentraient au journal parce que Ah, ok. nos bureaux étaient situés juste à côté. Ben ouais. Hey, ça Qu'est-ce en est- qu'est-ce que vous pensez des médias écrits? Là, on dit que d'ici 10 ans, ça va être complètement terminé. Ben écoute, j'ai peur, là, c'est sûr que. Moi, malheureux.
C'est sûr que les jeunes, ils sont surtout des tablettes. Puis, Mais regarde la presse. La presse, c'est presse fini. aussi. C'est fini, ben oui. Ah oui, je sais. Ils vont arrêter le dimanche, là, la Ouais, presse. ouais. Ah oui, c'est fini. Je veux dire, non, mais les gens aiment ça quand même, le contact tactile. Ben, avec le matin, journal. moi, écoute, je suis encore Ben oui, mais- mais je vais chez Tim Hortons le Ben, matin. moi, j'aime mieux amis, une tablette. puis Ah ouais, puis j'aime bien mieux le contact papier. je tourne les pages. Ah oui. Je suis encore, j'étais abonné au Journal de Montréal. C'est interactif, tu sais, Ça plus. coûte, Ouais, ouais. ça coûte 16 piastres par mois, là, faut dire. Ouais. Ah Mais c'est pas cher. La marque, ils vont dire. Ma mère est encore abonnée au Journal de Montréal, moi, là. Puis, Ben oui, quand tu je sais, vois là tout ouais. le temps le journal, hein. Ben, c'est Tim un Hortons, le journal. C'est un des journaux qui pourrait peut-être survivre parce qu'on l'a dans tous les restaurants, Ouais, les ci, ouais, les c'est ça, ça. là, mais... Ouais. Mais quand on va vieillir, ils vont-tu Ouais. rester dans 10 ans? Là? Mm. C'est comme les... Mais gars, en Europe, là, t'as le journal L'Équipe, hein, de sport, multisport, puis en Italie, t'en as des bons. La Gazzetta del Sport, puis le Corriere del Ah, Sport. ok. Moi, quand j'allais en Italie avec mes athlètes, là, quand j'allais dans un café italien prendre mon espresso, là, ou mon cappuccino, il y avait le Corriere del Ah, Sport, ok. ou la Gazzetta del Sport. Ah, ben, je lisais pas l'italien, je regardais les images, je regardais les scores, puis Ben ouais. mais c'était intéressant. Ben ouais. Mais j'espère que ça va durer longtemps là, l'équipe. Italie, puis Journal de Montréal, c'est pas quand tu Ben, je sais pas si ça va c'est parce que continuer. ça fait partie de notre... tu sais, comme à New York, c'est le New York Times, ou à Toronto. Ouais. Tu sais, les autres, le monde, ils sont habitués à ça, tu sais. Ah ouais. Puis le journal, c'est ça. Moi, je commence ma journée comme ça. Je lis des affaires. Des fois, c'est bon, des fois. Je pense que c'est pas bon, là, si je te dis. C'est sûr que ça reviendra plus comme avant. On le sait, ça. Ouais, ça, C'est parce que nous autres, on avait Mac Lachapelle qui couvrait le junior majeur, puis l'autre qui couvrait le hockey junior B. Écoute, le gars, tu sais, j'ai toujours dit, moi, si tu veux avoir une bonne sauce à spaghetti, ça te prend bien des ingrédients. Ben, c'est ça. OK? Ouais. Pas juste la sauce tomate. Exactement. Tomate, là, tu sais. Fait que elle va être bien moins bonne. on va dire. Ah, ouais. Mais Il y a si des tu fais- si tu piments, fais des ça, arômes dedans, des T'es-tu bon épices. là-dedans, toi, Daniel? Ben, moi, j'en invente des fois, puis des fois, Ouais. ils sont bonnes, des fois, ils sont flyés, parce que c'est la créativité. Parce que... Regarde, bon, un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Tout ce qui reste dans le frigo. Hey, moi, j'en mets du stock, t'as des carottes, Ah ouais? du céleri, puis ouais. Bon, ben quand est-ce qu'on mange ensemble? Ouais, c'est ça. Ben, mon épouse a fait un mot de bonne sauce. Ah, OK, c'est ton... Ah non, elle est meilleure que la mienne. Mais les nouvelles générations, on dit qu'ils s'intéressent même pas aux nouvelles. Donc, même sur les plateformes numériques, là, Ça me fait peur. eux autres sont sur d'autres Oui, plateformes mais tu dis complètement. ça, mais on en a des jeunes qui s'intéressent, puis Oui, mais ils sont bons. les statistiques sont quand même là, Daniel. Oui, mais Ils c'est ont- parce que les jeunes, je pense qu'ils vont peut-être être coachés par d'autres jeunes. Donc, il y a des jeunes qui poussent, puis ces jeunes-là vont peut-être Ouais, mais peut-être une Moi, ce qui est- contagion, là, tu C'est sais. ce qui me fait peur dans tout ça. C'est qu'on dirait que le français, là, le français écrit, là, Ouais, ouais. écoute, c'est terrible. Non, mais oui, mais c'est notre c'est- système c'est- d'éducation, C'est ça. incroyable. Ouais. Ils ne savent pas écrire. Dans ton temps, c'était la sœur, tu dis, avec la règle. Ma mère, Ah, c'était ouais. le même. La règle, Ah ouais, puis, t'apprenais vite. on avait des livres et des bouquins. Ouais. Là. Maintenant, c'est bien beau les ordinateurs, mais il n'y a rien de mieux. Tu t'en vas chez vous, la grammaire, tout. Ben ouais. Ouais. Comment... On dirait qu'ils ne savent Hey, pas comment... Recherche, tu fais une recherche des de mots. verbes... Ouais. Non, mais t'avais de la rousse avant. la Tu faisais une rousse. recherche, Hmm. des verbes. Mais le français, c'est un... Écoute, faut que tu travailles fort. Ouais, là, c'est pour, un euh, c'est un il a exercice. possédé. Moi, Ouais. quand j'ai commencé au journal, j'avais des vieux journalistes, Pierre Momo Desjardins, Jean-Paul Kowski, puis tu sais, on avait la machine écrite, puis je me souviens, je tapais mes textes, puis là, à un moment donné, Momo Desjardins, qui avait 65 ans, écoute, j'avais 17 ans, qui était, lui, reconnu comme un excellent journaliste, on le savait. Passe-moi non ça, montre-moi ouais? ça, ça. Là, il y avait un crayon, puis là, il disait, ça, c'est Ah pas ouais? bon, Ah ça, ouais? c'est pas bon. Ah, ouais. Là, il payait ma feuille, puis pitchait ça dans les... Ça Ah, recommence. commence-moi ça, tabarnouche, tu sais. N'importe qui, là, mais là, il fallait pas dire un mot, puis c'est sûr. Là. Oui, mais Ouais, t'avais c'est- comme un mentor, là, tu sais, un Ben gars oui. qui pouvait, Puis, tu sais, je- t'apprendre. C'est comme ça que tu t'es amélioré. Si tu travailles pas, tu peux pas Exactement. réussir dans ce milieu-là. Non. C'est Le impossible. français, une des meilleures manières d'apprendre ton français, c'est lire. Les Oui, gens, en souvent, plus. ils lisent Ben pas. oui, ben oui. Non, tu sais, Ah ouais. en partant, si tu lis pas beaucoup, Ouais, ouais. tu sais, t'apprends moins le français. Moi, le matin, je lis tout le journal quasiment au complet. Ah, ouais. Puis c'est pour ça que je suis devenu bon en français quand Ouais. j'étais Ben jeune, parce que je lisais le T'es journal intéressé, c'est ça. avant de le passer, de le lire. Ah, ben oui, t'as gratis en plus. Ben oui. Profitais. Hey, c'est le fun, ça. Ouais. Même l'hiver, je me soignais des fois sur... Je pognais les hémorroïdes, là, j'avais les hémorroïdes. Non, Bon, mais c'est ça, ben oui. à force de... Mais c'est ça. Écoute, dans n'importe quoi, il faut que tu travailles. Puis, mais on dirait que ça s'en va. Toutes les choses s'en vont. Ben ouais. On a des...
Dans le temps, tu te souviens, il y avait des machines, pas des machines, des boîtes sur le bord des rues. Là, tu mets 15 cents dedans. Ah, le journal, Des fois, il y en a qui en prenaient 2-3, par exemple. Ben oui. Ah ouais. Tu sais, c'était là, mais écoute, Ah ouais. il fallait que tu fasses confiance aux gens, là. Ah, OK, tu pouvais ouvrir la porte, Ben oui, puis t'en prenais t'avais tant des que tu machines, voulais. là, tu mettais ton argent, tu ouvrais ça. Hey, je m'en Il y avait 50 journaux Ouais. dedans, là. Ouais, Tu peux en prendre un? Ouais. Ah, Mais moi, si, souvent, bon. quand il parlait de mes athlètes, j'en prenais 3. Ah, ouais. C'était pas personne, là, mais tu sais, il y avait une belle photo de Métellus au Surin, là, Ah, 3-4, t'apparaîtra pas. Mais t'as pas 4 fois l'argent dans la machine, là. Avez-vous connu Pierre Pellado? J'imagine que oui. Oh, oui, écoute, Le propriétaire, comme ouais. je te dis, des fois, Je faisais venir dans ça. écoute, j'ai entendu des histoires sur Pierre Pellado plus que d'autres choses. Là, OK. Parce que, tu sais, on faisait partie de... L'équipe. Mais il y a des choses quand... Tu sais, Pierre Pellado, c'était un gars qui avait un grand cœur, tu sais, puis... il était drôle parce qu'il restait à Saint-Adèle, lui. Ouais. Puis, il allait dans les marchés. Puis là, à un moment donné, en dernière minute, il arrivait puis il disait, quand il était sur le point de fermer, l'épicerie, il allait dans le comptoir à viande, puis il disait, regarde, là, il reste 5 minutes, là, tu vas perdre ça, là. Comment tu me vends ça, là? Ah oui. Ah ouais? Puis là, il disait... Il négociait sa viande. Il négociait sa viande, là, tu sais. Aïe, Écoute, ouais, amène-moi ça, cette là. va te donner 100 piastres. Va te donner Moi, 100. tout le reste. Puis là, écoute, voyons là. Mais la meilleure chose, c'est quand il s'est fait avoir des insolences avec Marcel Béliveau. Surprise, souviens. surprise. Surprise. Je me souviens, vas-y, Ça- raconte. Ça avait sauté, là, écoute. Ben, je me souviens de l'histoire, c'est que, gars, C'était quoi? Ben, lui, il avait une limousine, on va dire, Ouais, une belle puis- auto, là, puis il y avait un chauffeur, je pense. Puis il Ouais. y avait dans le Il y avait un chemin, ça en allait vers chez Ouais, eux. puis tu mettais de l'argent. Dans, Il y avait une douane sur le chemin. Ouais. Il a mis une douane avec un douanier. Mais dans- Puis, Pelado, il arrive là, il y a une douane. Comment ça, il y a une douane, ça? Tu racontes? Puis là, c'est ça, il n'y avait pas l'argent. Comment est-ce qu'on appelait ça? Dans le temps, tu payais. Un payage, un poste de Un payage. poste de payage, tu sais. Il y en avait un, je pense, à Saint-Adèle. Puis c'est là qu'ils l'ont surpris. Écoute, si vous ne payez pas, on va vous faire sauter. Mais c'est parce que c'est ça. Ça crame. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un auto en avant qui a sauté. Ouais. Il y a une auto, il y avait une auto plus loin. Oui, oui, oui. Et puis Pelado, c'est quoi ça? Ben, il n'a pas payé, lui. Hein? Vous êtes malade? Vous êtes malade dans la tête? Qu'est-ce que c'est ça, ta bande? Ah, il était Ah en ouais. tabarouette. Ah, Hey, c'est ça bon. donnait- sa maison est, mettons, à 1 kilomètre. Là, il y a un péage avec un douanier. Faut que tu payes. Je paye pas. Ça, faut que tu payes. Ben oui, c'est nouveau. Ah non, je paye pas. Chez nous, ça, c'est un chemin public. Tu vas payer. Ah, ouais. Paf! Lui, il a pas payé. Qu'est-ce que c'est ça, ta bande? Ah, c'était bon. C'était un des bons. Ah, ouais. Pelado, Moi, parce que- surprise. Écoute, Marcel Béliveau, je l'ai connu lui aussi. Ah ouais, ok. Parce qu'il se tenait avec Ménic. T'as jamais Et pogné? j'allais souvent chez Ménic. Écoute, c'est là qu'on. Le barbier Ménic, là. En barbier. Le ouais. barbier Ah, des ouais. sportifs, ouais. Ouais, mais tout le monde se réunissait là, écoute. Moi, je faisais, mais quand il y avait des reportages sur les athlètes, des fois où il fallait parler avec du monde pour savoir exactement. Comment on appelle ça? Donc, T'es descripteur, ça? non, mais on prenait l'opinion des gens sur Un Vox Pop. un Vox Pop. Ok. là. Ouais. Puis quand j'avais des Vox Pop à faire, puis c'était pas loin du journal, ça, j'allais toujours chez Ménic parce que je savais que Ah, c'était ben des oui. sportifs qui allaient Mhm. là. C'est ça, Ben ça ouais. va Fait place. qu'avec le photographe, on prenait une photo du gars. OK, qu'est-ce que vous pensez, vous, des expos de cet ainsi? Bon, OK, vous êtes monsieur? OK, parfait. Il était sur la chaise, là. Ouais, il était sur la chaise. Ouais, ouais, il Ouais, attendait. Les ou- cheveux, ouais, Là, je attends. savais que j'étais pour avoir... Du monde qui connaisse le sport. J'en avais une dizaine à faire, tu sais. Puis au lieu d'aller dans les brasseries, puis me courir. T'avais-tu des coupes de cheveux gratis, toi? Non, non. Ben là, mais... Ah, c'était dur. Le médic, il aurait voulu me couper les cheveux, OK. mais ma soeur est coiffeuse. Ah, OK, donc. Fait que là, T'as pas et à eu- chaque fois qu'il disait, viens, tu te fais couper les cheveux, Ah. je dis, ben non, Dominique, ma soeur est coiffeuse. Ben oui, c'est ça. Fait tu que là, peux pas. j'avais toujours une façon de m'en sortir. Une tu sais. excuse, ouais. Ben, il Mais- était le fun, Ménic, parce que il a aidé beaucoup le sport, je pense aussi. Hein, Ménic? Ben écoute, c'est sûr. Ben, les vedettes allaient là aussi. Tout le temps. Hein, écoute, Mm. et il y avait il y a Roger, c'est Roger Bulotte, Michel Morancy. Quelle belle gang, là, dans ce tout temps-là. Son salon existe encore. hein. Oui, oui, oui. Ouais. Lui, il en fait plus, j'imagine. ben, ouais. il en fait. Il y va de Ben, temps en temps. Je sais que François Saint-Louis, il n'y a pas longtemps, il a été là OK. pour quelque chose Mais, là, au niveau du sport. Là. OK. Il a Mais- été demandé à mais Ménic. Ménic- Ah, pour le baseball. C'est Ménic qui a mis en contact François Saint-Louis, Mhm. Jean-Marc Drolet, Jean Allard qui est annonceur, et avec Roger Brulotte pour Radio Infocité
a travaillé à peu près à 3-4 matchs. Quand Cuba est venu à Montréal, l'équipe des jeunes, là, juniors, Oui, OK. notre station a couvert ça, puis c'est Ménic qui a arrangé ça. Ah, ok. Avec Roger puis la station. Ah, ben tu vois. oui, écoute, il est encore actif. À tous les Ouais. jours, Roger, il téléphone à Ménic, Ouais, puis ouais. il se parle. Puis, Ben, c'est ça. Ménic, c'est un travaillant. Écoute, il ne Exactement. prend jamais de vacances. Puis ça fait combien d'années qu'il a son salon? Ah, ça doit faire 45, je sais pas. Je sais pas que... Écoute, 40, 50, je sais pas. Le samedi, le bord des bars là. Ah, ben puis, oui. il Il y, a, fait... il y a un journaliste, moi, si tu l'as connu, parce que moi, c'était quasiment mon idole à la radio. Mhm. Moi, te le dire son nom. Il y avait déjà Rocky Rayon Brisebois. As-tu connu ça? Un peu? Ben, pas beaucoup, parce que... mais je l'écoutais il beaucoup. était bon, lui, à la radio. Ah, ouais. Oh! Il était... Lui, il parlait 5 minutes, là, puis Ah, ouais, t'écoutais ouais. tout, là, parce qu'il était intéressant, Rocky, là. Rocky, c'était un peu le Jacques Beauchamp de la radio. Ouais. Là, tu sais. Exactement. Il était intimidant. Écoute, quand tu l'écoutais. L'ancien boxeur, ce l'écoutais, genre, là, ouais. puis tout, là. C'était gros, grand, puis Puis, il avait une voix. mais c'était drôle. Tu me parles Ouais. de Rocky, puis Jacques Beauchamp, quand tu parles. Je la regardais à la télévision, tu sais, puis c'était mon idole. Et quand j'ai commencé à travailler avec lui, il était avec Jean-Pierre Sange, tu sais. Ok. Puis dans le bureau, le soir, il avait son petit bureau. Puis là, il blasphémait, tabac. Jacques, là? Moi, écoute, j'avais 17 ans à Ouais, l'époque. c'était- J'étais tout intimidé. Oh mon Dieu, c'est de même que ça se passe, C'est là, de même que ça se dans passe. le milieu. C'est ça, mais oui. Puis Jean-Pierre Sange, c'était son bras droit, là, tu sais. Quand il était pas content, mais ça roulait. Écoute, ça roulait, les deux. Ben oui. Et c'est lui que J'ai un petit peu connu l'histoire, lu l'histoire de Jean de Montréal, puis l'ado, quand Montréal Matin, il y a eu une grève. Mhm. C'est là que Jean, avec ses bras droits, bras gauche, il dit aujourd'hui, à soir, qu'on sorte le journal. Puis on sorti un journal en fin Ben, de c'est semaine. ça, je pense que c'était la presse. Ah, c'est la presse. OK, c'est la presse. Parce que le Montréal Matin, Ouais. ça a été Non, en c'est vrai. 77. Non, c'est vrai, tu as raison, c'est la presse. Ça a tombé. là. Ils ont profité d'un problème dans Ouais. la presse, puis c'est là que le journal En Montréal est parti. 63, Ils 64. ont travaillé fort, les gars, cette fin de semaine-là. Ouais, là. ouais. Ça a parti. Hey, Ils ont ouais. eu du succès. Il C'est un pense- journal ouais. axé sur le sport. Mais c'était pas puis- Jacques Beauchamp qui était là au début. puis c'était Pélado, moi, Ouais. Pélado et quelqu'un d'autre. Parce là. que Jacques, le journal de Montréal, là, de 63, Jacques Beauchamp s'est joint au journal en 69. OK. OK? Puis c'est là vraiment que Il ça. était où avant? Il était ça- pas dans Montréal Matin? Il était Montréal Matin. OK, ça marche. Puis c'est là vraiment que ça a parti le journal de OK, Montréal. ça marche. Parce que le sport, ça a fait en sorte qu'il a engagé, il a embauché bien des jeunes journalistes. Puis c'est ça qui a fait en sorte que. Bon, mais c'est Journaliste. Gilles, c'est tout le temps qu'on avait. Là, on a eu un Pas plaisir. déjà? Ah, Oui, attends, déjà, attends. mais hey, tu vas revenir parce que c'est trop le fun. Là, je vais introduire mon prochain sujet. Je veux pas te mettre ça à sellette, Gilles, mais qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe dans la NFL avec la polémique sur l'hymne national? Ah, OK. Bon, écoute, moi, j'étais un peu d'accord avec les joueurs. C'est sûr, je suis pas un peu d'accord. Je suis d'accord avec la façon que... Parce que le président des États-Unis, écoute, c'est une affaire premièrement, qui se dit pas, là. Puis je trouve qu'il devrait se mêler de ses affaires. Tu sais. Écoute, Ah ouais. tu mêles pas le sport avec la politique. Puis Obama, il a-tu déjà fait des commentaires là-dessus? Parce que Copernic, là, ce qu'il a fait, là, dans le fond, c'est une question de raciale, plus que d'autres choses. Là, tu sais. Mhm. Mais, C'est de la libre expression. puis Ça Exactement. fait partie de la Constitution américaine. Ouais. aussi, tu sais. Ils n'ont rien fait d'illégal, hein? C'est ce que les gens disent. ouais, là. non, si Ouais. toi, tu veux faire telle chose, tu as le droit, là, Ben quand même. Là, tu sais, si tu veux, Mhm. ça ne le concerne pas vraiment. Là, tu sais, puis, et que tu touches à quelque chose, là, ça va- Hey, c'est quelque chose. C'est gros, là. Ouais. Puis il faut. Ça touche beaucoup de monde. Puis c'est bien touché. Puis moi, je dis tout le temps, moins que t'en dis, mieux que c'est. Tu sais. Mhm. Ça, ces choses-là, ils ne devraient pas se mêler de ça. Mhm. Malheureusement, ils tweetent des choses. Tu sais, comme Denis Coderre, à un moment donné, il avait dit que, bon, David Dernay, il avait Ah tout ouais. Ben ça, oui, ben oui. il devrait se retrouver dans la Ligue américaine. Ben ouais. Si bon, il avait connu une de ses meilleures saisons Ben par ouais, la C'était pas de ses suite. affaires. Ben ouais. C'est pas de ses affaires. Regarde le match. Ah ouais. Puis, des commentaires, tu peux le dire à des gens autour de toi, Mm. mais fais attention parce que Ouais. quand tu te retrouves dans la foule, puis que tu connais pas vraiment ça, tu sais, c'est comme moi, là, quand j'étais aux courses de chevaux, où j'ai eu des critiques, des gens venaient me voir, puis ils me disaient tout le temps, tu parles tout le temps de ce gars-là, puis tati, puis tata. Puis, ben, je dis, écoute, toi, là, tu connais. Moi, je prenais mon crayon, je dis, garde, si tu penses de faire ma job, t'es meilleur que moi. Oh non, je suis pas capable. Bon, ben, ferme ta boîte, là, puis dis pas un mot. Laisse-moi faire, ben ouais. Chacun a son métier. Ouais. Puis si tout le monde se mêlait de leurs affaires, Ah ouais. ça irait bien mieux dans la vie. Non, mais c'est vrai.
Bon, Gilles, je te remercie beaucoup. Un grand merci, M. On Vachey. parle pas du Canadien, là, non? Okay. Ah, ben, vous pouvez rester si vous voulez. Ça, c'est un sujet sans fond. Ouais. On a un autre invité qui attend. Mais il y a assez de radios qui parlent du Canadien. Nous autres, on va faire d'autres choses. Tu fais bien. Donc, on met la table pour notre prochain invité, qui est le président de la Ligue des Noirs du Québec, M. Dan Philippe. Donc, on sait que le sujet chaud en ce moment aux États-Unis avec la Ligue nationale de football, ce sont les joueurs, en fait, de toutes les couleurs, là, que ce soit les blancs ou les noirs. Là, il y en a certains qui posent le genou à terre en guise de protestation. Donc, Monsieur Philippe, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. OK, donc ça me fait plaisir de vous avoir, Monsieur Philippe. Donc, quelle est la position de la Ligue des Noirs du Québec vis-à-vis les actions des joueurs de la Ligue nationale de football? Mais nous sommes d'accord parce que c'est une question de discrimination contre la communauté noire. Et au moins, les gens font quelque chose, contester contre cet abus des pouvoirs policiers comme tel. D'accord, donc on sait que ça a commencé avec le corps arrière Colin Kaepernick je crois que c'est les 49ers de San Francisco qui a posé un genou à terre. Donc, il a perdu son emploi. J'imagine que vous dénoncez ça. Maintenant, on voit qu'il y a d'autres joueurs qui emboîtent le pas et on parle peut-être même de sa réintégration dans la Ligue. Vous, c'est quoi votre opinion à ce sujet-là? Je pense que c'est totalement inacceptable parce que les gens doivent avoir les droits de contester et ensuite, ce n'est pas quelque chose qu'il a fait violemment contre la société. C'est une question de sa conscience comme telle. Oui. Est-ce que par rapport aux critiques des gens des Américains qui disent ça se fait pas de blasphémer l'hymne national américain ou de ne pas se tenir debout, que c'est une insulte à l'Amérique. Comment vous interprétez ça, vous? Dernièrement, on doit regarder les drapeaux des États-Unis. Est-ce que les drapeaux est plus important que les droits de la personne? Ce qu'ils font, c'est contester pour l'abus policier. On ne peut pas mélanger ça, quoi. Oui, ça crée beaucoup de controverses. Maintenant, on dit que ça a divisé énormément les Américains, comme s'il y avait besoin de ça. Ils sont déjà, avec tous les événements qu'on connaît depuis l'élection de Donald Trump. Donc, M. Trump, je pense que c'est un euphémisme de dire qu'il est allé mettre de l'huile sur le feu. Maintenant, d'après vous, quelle va être la suite des choses? Est-ce que les joueurs vont continuer à mettre un genou à terre durant les prochaines semaines ou ça a été juste l'affaire d'une fin de semaine? Mais je pense qu'ils vont continuer à contester. Ce que je pense qui est important, c'est voir comment on peut avoir des changements ensuite vis-à-vis la communauté noire et la relation entre la communauté noire et la police. Bon, on sait maintenant, vous êtes président de la Ligue des Noirs du Québec. Est-ce que vous diriez que la situation aux États-Unis, elle est différente de celle au Québec ou est-ce que vous comparez les deux situations? Absolument différent. Okay. Nous avons des problèmes partout, mais c'est lui aux États-Unis, c'est quelque chose de spécial là. Avec cette Donald Trump là, qui j'ai vu que ce qu'il fait, c'est de soutenir l'extrême droite et des plus pour. Je pense qu'il a un peu soutenir les gens qui parlaient contre la communauté noire et communauté culturelle. Et c'est très décevant pour nous, quelqu'un qui a en position comme président
États-Unis. Oui, en fait, est-ce que vous avez des contacts, M. Philippe, avec des gens aux États-Unis? Absolument. Nous discutons des problématiques aux États-Unis constamment, particulièrement avec des différents professeurs, particulièrement à New York. Nous discutons ça constamment. OK. Et puis, leur opinion par rapport à ça, est-ce que vous avez eu la chance de leur en parler par rapport au problème? Absolument. Mhm. Et ils voient les choses aux États-Unis comme j'ai vu. Et c'est pour cette raison nous discutons ça souvent pour voir, au moins pour changer l'opinion, quoi. Mhm. De quelle façon est-ce que on peut... je fais attention à mes mots, là. Est-ce qu'on peut réparer la situation? Est-ce qu'il y a une possibilité de réconciliation dans ce dossier-là? Mais regardez l'extrême droite, depuis Donald Trump est en position, l'extrême droite, ça monte, ça a apporté des tensions dans la société. On doit dire que cette situation va continuer. Ça, en certains points, on ne sait pas où ça va nous amener, quoi. Oui. Donc, on sait que tout a commencé, bon, par rapport à la tuerie d'hommes noirs par des policiers blancs. Est-ce que, par exemple, Donald Trump n'a pas discuté de ces cas-là en particulier, mais il a simplement dit que ne pas se lever durant un hymne national, ça se fait pas. Donc, à ce niveau-là, vous, ne pas se lever durant un hymne national, vous ne voyez pas de problème à ça, là? Absolument pas. OK. Maintenant, d'après vous, ça va durer toute la saison dans la Ligue nationale ou ça va... maintenant, on parle que le basketball va débuter la saison. Ça va également se répercuter dans la Ligue nationale de basket. Est-ce qu'on va voir d'autres actions comme ça de sportifs? Ben, je pense que ça va apporter beaucoup de difficultés aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont contre les joueurs là et on ne peut pas certainement dire comment ça va finir. On sait que la population américaine, elle est extrêmement divisée et là, on voit pas le bout la lumière au bout du tunnel dans ce cas-là. C'est ça qui est problématique pour nous. On ne peut pas voir parce que nous n'avons pas un président qui est là pour unifier les gens. Il est là pour diviser les gens. D'accord. Et ensuite, ça va être un gros problème. Peut-être quand Donald Trump est là, on ne peut pas penser qu'on va avoir des grands changements. D'accord. Je lisais aujourd'hui que la Ligue nationale de football, 100% des propriétaires sont des Blancs. Ensuite de ça, 80%, je crois, et plus des spectateurs sont des Blancs, alors que la majorité des joueurs sur le terrain sont noirs. Est-ce que, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de Blancs qui sont d'accord avec le geste des joueurs de mettre le genou à terre. Par contre, il y a quand même une dichotomie là, au niveau des joueurs sur le terrain par rapport aux propriétaires qui sont blancs et des spectateurs. Comment vous voyez ça, vous? Ben, moi, je pense que, comme j'ai dit, on ne peut pas voir comment ça va terminer. Et ensuite, nous voyons que ça va diviser les Américains. Et ça va continuer pour un bon bout de temps. Ouais. Le changement va venir, mais on ne sait pas comment. OK. Les États-Unis, on sait que c'est pas un peuple, disons, qui est homogène d'un bout à l'autre du pays. Il y a certaines régions, donc, qui sont très différentes des autres. Absolument. Vous, c'est quoi les régions, par exemple, où il y a les plus fortes divisions entre noirs et blancs? Est-ce que vous les connaissez? Les
l'Amérique du Sud, là, comme Alabama, Georgia et toutes ces Tennessee, tous ces endroits-là, c'est des endroits qui a beaucoup de divisions. OK, Donc on peut dire depuis l'esclavage et dans des cas de lutte pour avoir l'égalité dans les 60, c'est cette Amérique du Sud qui était toujours plus ciblée que d'autres. On se croirait de retour là avec les nordistes et les sudistes là, au temps de la guerre de sécession. Est-ce que c'est toujours ces vieilles racines-là qui font surface aux États-Unis? Oui, ces vieilles racines-là, ça joue avec cette situation et c'est pour cette raison on ne peut pas voir des changements tout de suite parce que nous avons quelqu'un, comme j'ai dit avant, qui est là pour diviser les gens et mis des conflits entre les gens. Et c'est très problématique. Écoutez, bonjour, monsieur Dan Phillips, Daniel Saint-Hilaire, entraîneur d'athlétisme. J'ai entraîné Bruni Surin puis beaucoup d'athlètes, des sprinteurs qui viennent de NDG, Côte-des-Neiges, là. Donc, je suis bien content parce que je vous connais de réputation depuis des dizaines d'années, monsieur Phillips. Donc, je suis très content de vous avoir à l'émission ce soir. Et Montréal, de toute façon, on a eu des grandes vedettes. Par exemple, Montréal, on a eu dans les années 30-40, Jackie Robinson. Hein? Est-ce que vous l'avez connu, Jackie Robinson, à l'époque? Absolument. Oui. Est-ce que... Je n'étais pas ici dans cette époque. Ah, OK. Mais ça jouait dans mes mémoires comme tel. Oui, c'est ça. Ah, c'est bien. Donc, si on parle de l'intensité du problème aux États-Unis par rapport au Québec, on en a parlé un peu tantôt, mais c'est... je pense que nous, en tant que Québécois, moi, j'ai déjà été à Saint-Louis, j'ai vu des tensions raciales, des quartiers, par exemple, extrêmement... où il y avait de la ségrégation entre les Blancs et les Noirs. Est-ce qu'il y a une intensité? Comment est-ce qu'on peut faire comprendre aux gens d'ici, M. Philippe, comment ça se vit là-bas, le racisme ou la discrimination raciale? Non, nous ne pouvons même pas comparer avec aux États-Unis. Et nous vivons dans une société qui est plus harmonieuse, qui a meilleure façon de régler des problèmes comme tels. On a des problèmes. On ne peut pas dire que nous n'avons pas de problèmes, mais on ne peut pas comparer. Et ensuite, c'est difficile quand nous regardons aux États-Unis pour essayer à voir comment on peut avoir des changements et trouver des solutions. Comme on disait en début d'entrevue, les problèmes ont commencé avec les policiers qui ont tué des Noirs. Donc ici, la police, par exemple au Québec, à Montréal en particulier, comment vont les relations? Comment est-ce que les policiers, est-ce qu'ils se comportent mieux, différemment que ceux aux États-Unis? Nous avons eu des changements, mais les problèmes policiers citoyens, ça reste toujours. Parce que les policiers, comme vous savez, c'est une autorité entre eux-mêmes. Et ça, c'est un problème aussi. Ils ont des pouvoirs énormes. Et plusieurs fois, nous avons des cas de profilage racial et tout. Mais comme j'ai dit, nous ne pouvons pas comparer ce qui s'est passé aux États-Unis et ici au Québec. Et avant, M. Philippe, écoute, avant des policiers, il n'y avait pas de caméra sur les autopatrouilles. Maintenant, on voit tout sur les caméras. Mais ça c'est révélant pour nous aux États-Unis parce que avant, il a eu des caméras. Les policiers font les mêmes choses et encore pire. Et on n'a pas eu de façon de lui faire prendre les responsabilités. Oui, on n'avait pas de témoins, on n'avait pas, on n'avait pas les scènes qui vous étaient rapportées. Les policiers, comme vous
savez, ils sont là pour soutenir d'autres policiers. C'est Ils se protègent souvent. fraternité et des compréhensions. Bloquer toutes d'autres personnes. Et ensuite, mais je pense pour États-Unis, c'est un changement fondamental. Comment vous pensez que ça va se régler, cette situation-là? Est-ce que, par exemple, ça serait une idée de bannir l'hymne national à tous les événements sportifs? Pensez-vous que ce serait une bonne idée? Par exemple, écoutez, quand le Canadien de Montréal joue au Forum, au Centre Bell, l'hymne du Canada, c'est pas l'hymne du Canada qui devrait jouer. C'est l'hymne du Canadien, je sais pas s'il y aurait une musique. Dans le fond, tu sais. Parce que le Canadien ne joue pas pour le Canada quand il joue contre Saint-Louis ou Chicago ou Toronto. Il joue pour le Canadien. Aux États-Unis, les drapeaux, c'est les plus importants symboles pour ces gens-là. Mais c'est important pour tous les pays. Mais au moins, les gens, la façon qu'ils font comme des fous. Voilà. Ben ouais, et on ne peut pas complètement dire comment ça va terminer. Mais je pense que à la fin, les joueurs va peut-être réduire cette protestation pour faire plaire beaucoup la majorité des États-Unis. Donc, on est en ligne avec Dan Philippe, président de la Ligue des Noirs du Québec. On va parler un peu de notre sport national, le hockey, mais on sait que la saison va commencer dans quelques jours. Comment est-ce que qu'est-ce que vous recommandez aux gens lorsque l'hymne national américain va se jouer au Centre Bell? C'est différent. Comme j'ai dit, ce qui s'est passé aux États-Unis, c'est différent avec nous autres ici. Je pense que c'est une situation que nous ne pouvons pas agir directement, dit-on, pour faire des contestations ici. Nous devons respecter la Ligue nationale de tous les pays comme tel. Si nous pouvons soutenir les joueurs aux États-Unis, peut-être nous pouvons faire autre chose. Vous, Dan Philippe, si vous êtes au Centre Bell un soir au mois d'octobre et il y a une équipe américaine, est-ce que vous restez debout ou vous asseyez lors de l'hymne américain? Je vais s'asseoir. Vous allez rester assis? Oui. Exact. OK. C'est bon. Excellent, M. Philippe. Donc, c'est très clair, c'est très concis. Donc, je vous remercie de votre honnêteté, M. Philippe. Maintenant, on a vu, peut-être sur une note un peu plus légère, il y a pas beaucoup de Noirs dans la Ligue nationale de hockey. Par contre, Piquet Souban a été échangé. Comment vous avez perçu cet échange? Ah, mon Dieu, c'était un coup de bâton pour nous, là. Mais ensuite, comme vous voyez, Piquet Souban est toujours ici. Il fait partie de notre communauté, de notre société. Et c'est très bien sa façon d'agir. Même après, il avait laissé au Québec. Nous devons dire que dans les sports comme tel, les gens changent constamment. Mais au Québec, nous pensons Piquet Souban va toujours rester avec nous. Oui, parce que M. Phillips, Piquet Souban, c'était un athlète qui était aimé par tout le monde, OK? Et il était surtout rassembleur. Tout le monde l'aimait. Absolument. C'est ça qu'on aimait. Écoute, ma mère a 89 ans, M. Phillips. Elle l'adorait, Piquet Souban. Elle disait, il était tout le temps bien habillé, il souriait tout le temps, il était gentil. C'était ça, Piquet Souban. C'était ça. Je pense qu'avant qu'il a terminé son temps avec la Ligue, ils peuvent retourner au Québec rejoindre les Canadiens. Ouais. Ben écoute, j'ai une histoire pour vous, pour ce Jackie Robinson. Il fait penser un petit peu à Piquet Souban. Jackie Robinson, qui a joué pour les Royaux de Montréal, lorsqu'ils ont gagné
la petite série mondiale. Les Québécois ou les Montréalais à l'époque, ils ont été le chercher sur le terrain. Ils l'ont pris sur les épaules, puis ils ont défilé avec lui sur la rue Sainte-Catherine. Jackie était le héros de tous les Montréalais, de tous les Québécois. Oui, ça c'est des bons souvenirs pour nous autres. Ben exactement. Et nous espérons, c'est comme ça que nous allons continuer. Exactement. Est-ce qu'il y a des activités importantes qui s'en viennent pour la Ligue des Noirs du Québec en terminant? Oh, absolument. Oui. Nous allons avoir, et ensuite, je vais vous appeler pour vous donner des informations. Nous allons être impliqués dans certaines recherches sur des profilages raciaux et discrimination systémique. Et aussi, nous allons, dit-on, en mois d'octobre, fêter notre projet annuel qui est Mathieu d'Acosta. Ce que je vais faire, je vais informer les bureaux et nous allons vous envoyer ces informations. Aussi, M. Phillips, je crois que c'est déjà commencé. Il n'y a pas le Festival des films noirs en ce moment Oui. à Montréal. Il y a des festivals des fois, des films noirs. Je crois que comme ce soir, il y a un film, c'est commencé. C'est au Théâtre Impérial, hein, puis il joue des films. Il paraît qu'il y a des très, très, très bons films en ce moment sur l'histoire des Noirs. Nous invitons les gens d'aller voir ces films-là, mais nous ne sommes pas directement impliqués. Que je me souviens, il y a 3-4 ans, moi, j'ai été impliqué dans le film sur l'histoire de Jesse Owens. C'est Jesse Owens, le film Race, qui ouvrait le Festival des films noirs à Montréal il y a environ 3 ans. J'avais été impliqué à cette époque-là. Puis j'avais même été consultant sur justement le film sur l'histoire du plus grand athlète de tous les temps. Écoute, M. Phillips, 4 records mondiaux en 45 minutes. En 35 par Jesse Owens. 4 records mondiaux en 45 minutes. C'est le plus grand exploit de tous les temps, selon moi. Oui. Bien, bonne soirée à vous. Bon, mais merci, M. Phillips. Nous allons vous envoyer ces informations. Merci de nous avoir parlé, M. Philippe. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein? Okay, bonne soirée. Bonne soirée à vous. Bon, mais Stéphane, on est dû pour une pause bientôt, là. Bon, ben oui, je pense qu'on va reprendre nos esprits. Ben écoute, ça a été intéressant d'avoir le point de vue de M. Philippe et de la Ligue des Noirs. Ça a été assez clair. C'est la première fois qu'on a un invité comme ça dans notre émission, donc super bon. J'ai bien hâte de voir la réaction de la foule montréalaise, moi, au Centre Bell, lors de l'hymne national américain. Un bon point, ben oui. Parce que je me souviens, moi, durant la guerre d'Irak, quand Bush avait été en guerre contre Saddam Hussein, il y avait eu des huées au Centre Bell. Wow. Et M. Béliveau était sorti en public pour dire « ça se fait pas ». Et on doit respecter. C'est quand le premier match avec une équipe américaine? C'est à l'ouverture contre Buffalo. Le mardi, genre le 10, je pense que c'est le 10 octobre contre Buffalo. 4 jours avant le 14. Donc, 4 jours avant le 14, on va en reparler après la pause. Donc, on va prendre 5 minutes. Peut-être Simon va nous appeler tantôt pour parler de boxe. Et donc, de retour, mesdames et messieurs, dans quelques minutes. Je me fous du monde entier quand Frédéric me rappelle les amours de nos 15 ans, le chagrin de chez soi, sans oublier les copains des pères aujourd'hui dispersés. Aux 4 ans, on n'était pas des poètes, ni curés, ni mal, mais papa nous s'aimait bien. Bonsoir tout le monde, nous sommes encore à l'émission Radio Info Sport sur radioinfocité.com. Nous sommes le 28 septembre, jeudi 2017. Donc, je vais vous parler un petit peu d'un vieux documentaire que j'ai revisité cette semaine. C'est un documentaire qui avait été réalisé par Jules Falardeau, le fils de Pierre Falardeau. C'était sur Reggie Chartrand, le patriote.
Écoute, Reggie Chartrand, c'était un gars qui est resté en dehors de Montréal, puis son frère... Un Ontarien, hein, pour ça. Oui, un Ontarien, je pense que c'est Timmins en Ontario. Oui. Et son frère, c'est Michel Chartrand, c'est ça, Michel? L'ancien Oui. syndicaliste. Oui, si j'ai bien compris, c'est ça, oui. Oui, il était à Montréal, puis il disait à Reggie, pourquoi tu viens pas à Montréal, des gyms de boxe, tu vas t'améliorer bien mieux. Là, finalement, il a réussi à convaincre son jeune frère, Reggie, de venir à Montréal, moi. Donc, Reggie est venu à Montréal, commençant à s'entraîner à la boxe. Et il est devenu champion des Grands Dorés et de boxe. Après ça, écoute, il est devenu indépendantiste, un vrai indépendantiste. Il a pogné à piqûre. Il a pogné à piqûre, puis il a décidé d'utiliser le véhicule du sport, un petit peu comme on fait. Et il était là avant nous. Lui, il a parti une organisation qui s'appelait les Chevaliers d'Indépendance à l'époque, et un club de boxe. Justement, les Chevaliers d'Indépendance, un club de boxe québécois. Et ils ont commencé à gagner des championnats dans le Canada. Ils aimaient ça, battre les Anglais à la boxe, au Grand Doré. Et ce qu'ils n'aimaient pas, surtout, c'est que tous les gars-là se faisaient en anglais. Donc lui, il voulait qu'il y ait du français, puis eux, ils ne voulaient rien savoir. Donc, il a décidé d'organiser un gala de boxe, je pense que c'était au Centre Paul-Sauvé. Ouais. Et tout s'est fait en français, pas un tabarouette de mots en anglais. Je te dis que les Anglais n'ont pas aimé ça. OK? Puis je pense qu'il avait même reçu une suspension de la Fédération de boxe canadienne parce qu'il avait fait le crime de lèse-majesté. Il avait osé organiser un gala à Montréal en français. Et ensuite, dans le documentaire, je vous le conseille, c'était Reggie Chartrand, le Patriote, par Jules Falardeau. Vous pouvez avoir ça sur YouTube. Ouais. Et c'est un documentaire qui dure environ 1h30. Tu peux les avoir en 5 séquences. Donc, séquence 1, séquence 2, séquence 3, et ainsi de suite. Ou tu la regardes au complet d'un coup. C'est 45 minutes, moi, que... Ah, 40, c'est parce qu'il y a une version 45 et une version... Ah, il y a une version longue, une version courte, OK. Et écoute, j'ai redécouvert Reggie. Puis moi, Reggie, j'ai une petite anecdote. Je l'ai croisé une fois dans ma vie. J'ai croisé, il joguait à Claude Robillard et j'entraînais le soir à Robillard et je vois mon Reggie en train de jogger. Il avait une face assez caractéristique, là, une face ronde, solide, dure, avec moustache, petite barbe. J'ai dit, Reggie! Je m'en vais le voir, puis il dit, oui. Il dit, il arrête de jogger pour me parler. Je dis, Reggie, j'étais en tabarouette après notre premier ministre de l'époque, là, je vais te taire son nom. Mais j'étais en maudit, il avait émis un commentaire dans les journaux, puis j'étais fâché, en tant que... dis-les son nom, Daniel. C'était Parizeau. Jacques Parizeau. Il avait dit quoi, je me souviens pas c'est quoi exactement, mais j'étais fâché après Parizeau, puis je disais, Reggie, as-tu vu ce que notre chef a dit, le Parti québécois, hier? Il dit, oui, je l'ai vu. Il dit, il me regarde, il dit, qu'est-ce que t'as? Mais je suis fâché. Je dis, toi, Daniel, toi le coach, là, ouais, le coach des athlètes à Montréal, là, Bruni Sourin, il dit, oui. Il dit, OK. Il me demande, il me dit, c'est qui ton chef? Je dis, c'est Parizeau. Il dit, Daniel, tu trouves pas qu'il y a assez d'ennemis qui parlent contre lui à tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, à toutes les secondes, que nous autres, faudra peut-être pas parler contre lui? Je le regarde, ouais, t'as peut-être raison, c'est vrai, OK. Là, il est parti à jogger, il dit, merci, Reggie. Puis depuis ce temps-là, je parle pas contre mes chefs. OK, donc, c'était la seule fois que j'ai croisé Reggie. Et plusieurs années plus tard, j'ai rencontré Doris, sa femme, là, à la Société Saint-Jean-Baptiste, lors de la création de la Fondation Québec. Quand j'ai su que Madame Reggie Chartrand, l'épouse de Reggie, était dans la foule, j'ai été me présenter, puis je lui ai parlé de l'anecdote, puis elle était très contente, très fière de son Reggie, qui était parti, il était décédé, mais j'ai eu l'honneur de rencontrer Doris aussi. Et dans le documentaire de Jules Falardeau, il parle souvent, puis tu vois beaucoup d'images avec Doris, son épouse. Et écoute, quand tu entends parler Reggie, c'est tellement stimulant, tellement motivant. Ah, ouais, il donne tellement d'énergie. Puis j'ai sorti une scène, justement, du documentaire. Là, j'ai sur ma page Facebook, j'ai sorti à peu près un 8 minutes, un 6 minutes de Reggie. Reggie, il est interviewé par Jules Falardeau, puis il dit, raconte-nous telle histoire. Puis là, il parle d'une histoire, c'est Carré Dominion. Il va au Carré Dominion, il amène 6-7 de ses boxeurs. Il arrive là, il y a la gang des Anglais qui sont en train de brûler un drapeau du Québec. Puis il y a un cordon de policiers qui entoure les Anglais. Puis
il rentre, il a réussi à rentrer près des Anglais face à face. Puis là, il paraît que Tex Lacor en parle dans un extrait avec François Saint-Louis la semaine dernière sur Radio Infocité. Puis la scène se lit comme suit. C'est que les policiers, ils savent qu'il va y avoir un affrontement entre deux gangs. Puis les policiers regardent les Québécois, regardent les anglophones. Écoutez, vous allez choisir un gars qui va se battre contre un gars. Donc, il y a un gars de la gang à Reggie qui affronte un géant anglophone. Et face à face, un contre un, bing bang, l'anglais tombe. L'anglais tombe comme une feuille d'érable à l'automne. C'est l'expression que j'adore, une feuille d'érable à l'automne. Et là, tout de suite, il y a un autre géant qui sort des rangs. Écoute, j'ai mis une image sur Facebook. Si jamais vous voulez allez voir le film. Là. Et là, t'as un gars environ de 6 pieds 6, pas des blagues. Au moins 6 pieds 6. Ah ouais. 2 mètres. Qui sort à peu près 320 livres. Il sort des rangs. Il regarde Reggie, il dit, c'est toi que je veux. Reggie, pas de problème. Il sort du rang. Il s'en va à face. Mais l'autre avait vu le géant. Avait vu que l'ami de Reggie avait planté l'anglophone avec un coup de poing. Donc, il dit, tabarouette, c'est des boxeurs, ça. Donc, il prend par le collet, il éloigne de lui, mon Reggie qui essaye de donner des coups de poing, mais il n'est pas capable de se rendre. Reggie, il a l'air d'un gars de 5 pieds 5, 5 pieds 7, sa photo. L'autre, il a à peu près 1 pied et demi plus grand. 2 fois son poids. Et là, Reggie, il raconte l'histoire, il dit, je peux pas l'atteindre. Je peux pas l'atteindre, il manque un pied. Mais là, on bouge un peu, le gars glisse. C'était au mois de mars, puis il y avait de la neige, un peu de glace. Le gars glisse. En glissant, une droite, une gauche, le gars sur le dos, il bouge pas. Donc, après ça, les policiers sont rentrés là, puis, dans le tas, là, puis ils ont comme arrêté les Québécois. Mais, le lendemain, dans le Globe and Mail, une image du géant par terre, puis Reggie qui est debout, un petit peu comme une photo à la Mohamed Ali quand il regarde ça, quand il est dessus Sonny Liston. C'est un petit patriote avec un cœur gros comme un peuple contre un géant anglophone, puis les 2 géants avaient été terrassés. C'était l'histoire de Reggie. Puis là, Reggie il raconte une autre anecdote. L'autre anecdote, c'est ça, c'est qu'il arrive à la fête de Saint-Jean-Baptiste, et là, il arrive un peu en retard, une petite manifestation, puis les Québécois d'un bord, puis là, les policiers commencent à varger dans le tas, puis ils prennent un jeune de 15 ans, par les cheveux, la matraque, puis le gars, il est bardassé, il mettait en plein milieu, il mettait les gars en plein milieu, pendant tout, il est bardassé. Puis là, Reggie dit, je peux pas laisser faire ça. Donc, il décide d'y aller tout seul, contre une douzaine de policiers. Il rentre dans le tas, bing, bang, environ 6 bons coups de poing aux policiers. Là, les policiers réussissent à le faire tomber. Et là, la scène qu'il y a dans la vidéo, c'est incroyable. Si vous pensez que le gars de Québec, là, le patriote, là, s'est fait bardasser par les Antifa, regardez la scène du documentaire de Jules Falardeau. Ils sont 12 avec des matraques, puis des bonnes bottes avec des capes d'acier. Ça varge dessus Reggie. Reggie est un petit bonhomme en position quasiment de fœtus dans le milieu. Il varge dessus. Il a fini à l'hôpital avec des côtes cassées. Il pensait mourir ce soir-là. C'est incroyable. C'est ce qu'il a dit. Le lendemain, dans les journaux, aux premières pages, le patriote Reggie Chartrand n'a mangé toute une hier, mais c'était ça, Reggie. Reggie, c'est un patriote, un guerrier. Puis s'il peut donner juste un iota, une once de courage à tous les autres patriotes au Québec, à tous les autres Québécois, de se lever pour le drapeau québécois, puis d'aller, disons, s'affirmer, participer à des manifestations pacifiques pour justement que le Québec, le fleur de lys, remonte en haut du mât, puis que les Québécois soient fiers. Écoute, il y a eu, moi je parle souvent de Joe Montferland, né en 1802. Montferrand, oui. Joe Montferland. Joe Montferrand, qui lui, il est né en 1802. Son grand-père, c'était un soldat, un militaire de chevalier de Lévis à l'époque. Et Joe Montferrand, lui, ce qu'il faisait à l'époque, c'est qu'il y avait des combats de rue dans le Vieux-Port. OK? Joe Montferrand, écoute, les Britanniques arrivaient, ou les étrangers, dans le port de Montréal. Il allait chercher Joe Montferrand dans les tavernes à Montréal, quand ça commençait à 16 ans, ça, 17-18 ans. Et puis, il y avait des combats d'organisés dans le port de Montréal. Puis Joe Montferrand, il allait parce que les Britanniques,
ridiculisait les Québécois, les Montréalais, qui étaient tout petits. La moyenne de grandeur de l'époque, c'était du 5 pieds 5, 5 pieds 7. Joe Monferrand, 6 pieds 4, 235 livres. Il y allait, avec son courage. Il a gagné 32 combats, il n'a jamais perdu un. Puis à chaque fois qu'il gagnait une somme d'argent, il disait au promoteur ou l'organisateur de la soirée, là, dans le port de Montréal, où tu avais les Montréalais d'un bord puis les Anglais de l'autre bord. Il disait tout le temps, quand le gars arrivait, le promoteur, avec l'argent, voici ce que tu as gagné à soir, en terrassant l'autre. Puis à l'époque, en passant, c'était pas terrasser le terme, c'était dompter. C'était Joe a réussi à dompter l'anglais comme un animal, comme un cheval, comme un... Ouais. C'était ça un petit peu le terme. Puis Joe Monferrand disait tout le temps à l'organisateur, dit non, je prends pas de l'argent, j'ai promis ça. J'ai promis de pas faire de l'argent avec ma force. Donc tu le donneras à celui qui est à terre. Là. Il en a plus besoin que de moi. C'est comme ça que la légende de Joe Monferrand est partie. Puis après ça, tu as eu Reggie Chartrand dans les années 60, la Révolution tranquille qui est arrivée, avec les Chevaliers d'indépendance. Ouais. Qu'eux autres, c'était une question de vie ou de mort, c'était des êtres, des courageux, des braves. Là, maintenant, les braves du Québec, il va falloir que ça sorte. Il y a des manifestations qui s'en viennent, il faut que les Québécois y aillent. Ouais. Ah, moi, j'ai découvert Reggie Chartrand. En tout cas, il y a toute mon admiration. T'avais-tu déjà vu le film? Ça? Jamais. Écoute, incroyable, hein? Non, écoute, c'est vraiment intéressant. Puis c'est un documentaire, là. On voit Reggie qui est sur un sofa, là, puis il raconte tous ces événements, là. Ah, c'est incroyable. Puis il a encore toute sa tête, là, puis il raconte tout ça. Il y a des photos à l'appui. Ah ouais, exactement. De tout ce qu'il a fait. Il reculait devant rien, hein, ce gars-là. Ben, la fameuse fois qu'il s'est fait matraquer, ça s'appelait le lundi de la matraque. Ouais, c'est ça, exact. C'était ça. Puis Trudeau, il était venu une année à Saint-Jean-Baptiste faire son fanfaron, là, puis je te dis que ça avait bardé ce soir-là aussi. Tu sais, dans ce temps-là, les Québécois acceptaient pas. Puis ça a parti quand? Ben, ça partit. Il y a eu le refus de la conscription là, militaire dans le temps qui voulait que les Québécois aillent à la guerre. Là, puis il y a eu il y a eu un maire puis un premier ministre qui a refusé, il a fait de la prison. Camille Hood. Puis après ça, il y a eu la fameuse révolution au mois de mars 55 avec Maurice Richard au Forum. C'était, certains disent que c'est le début de la Révolution tranquille. Puis ainsi de suite. Puis Reggie, lui, il a juste pris le flambeau. Moi, je me souviens parce que dans l'histoire de Reggie Chartrand, il y a beaucoup de choses j'y vais un parallèle avec ma vie, avec ma carrière. C'est que dans les années 80, je me suis un peu révolté contre le Canada à cause de la discrimination d'athlètes francophones dans le Canada au niveau des bourses, au niveau des sélections. Puis j'avais parti à l'époque un club qui s'appelait Québec Avenir. Québec Avenir, un mot. Okay. Et puis, je me révoltais contre le Canada. Puis, c'était un honneur pour moi de battre les Ontariens et le reste du Canada. C'est que le sport, pour moi, était devenu un véhicule avec des règlements égaux, supposément égaux, sur le terrain, au moins. Quand mon gars sautait plus haut que l'autre, mon gars gagnant, il n'y avait pas de subjectivité. Puis, quand mon sprinter battait les Anglais, les Ontariens, au 100 mètres, comme Bruni Surin, j'étais fier parce qu'il ne pouvait pas tricher. Là. Parce qu'il y avait un photo finish. Puis ainsi de suite. Donc, j'ai étudié beaucoup le sport pour justement prouver que les Québécois on était capables de réussir puis qu'on était capable de rayonner sur la planète Terre. Il y a peut-être un réveil. Moi, je sens un petit vent, en tout cas, qui souffle. Les gens, les Québécois, souvent, ça prend du temps avant qu'on réagisse. Ben, en ce moment, moi, je sens une convergence. Il y a quelque chose. Je sens qu'il y a le vent dans le dos. Écoute, on pense, oui. Parce que je regarde le nombre, par exemple, de blogs ou de sites Internet où il y a des jeunes puis des vieux qui sortent des messages, des vidéos. Par exemple, hier, tu m'as parlé d'une femme à Québec qui organise une manifestation de femmes le 2 octobre devant le Parlement. Pas juste des femmes, là, mais les femmes en avant, oui. Oui, les femmes en avant, j'en revenais pas. Écoute, une femme de 75 ans peut-être qui sonne le glas. Femme! Elle est tannée. Je dis, voyons donc, le 2 octobre, les femmes, tout le monde, vous soyez à Québec. Puis là, la fin de semaine, le 30 septembre... C'est rafraîchissant, moi. En tout cas, dans mon cas, là, je trouve ça rafraîchissant. Je trouve ça fantastique. Ouais. Le 30 septembre, je suis à Saint-Bernard-de-la-Colle avec plusieurs Québécois de toute origine pour aller, manifester contre les gouvernements fédéral et provincial. Et de plus en plus, je regarde, il y a même des Haïtiens. Il y a un Haïtien qui va être là, qui représente beaucoup d'Haïtiens. Il y a un réveil.
Parce que les Québécois, c'est tout le monde. Ouais. C'est les origines Ouais. Québécois d'origine grecque, italienne, Ah, haïtienne, ouais. Non, jamaïcaine, absolument, tout le absolument. monde. Ouais. Tout le monde est dans la même province, dans le même bateau. Ouais, Là. ouais, absolument. Donc, on subit les coupures, les conséquences des gestes politiques. Ouais. Donc, tout le monde est ensemble. Et ce qui est le fun, c'est qu'il y a des plus vieux comme Guy George qui sortent des vidéos très stimulants. Tu as des jeunes comme Make Love. Tu as des sites, t'as des blogs comme Stupid, André Pitt qui sortent. Ouais. Tu as Nomos TV, tu as Vigile Québec, tu as Radio Infocité. Écoute, c'est partout. Il y en a partout en ce moment. Il y a comme un vent de changement qui souffle. Puis il y a des vieux, puis il y a des jeunes, puis il y a des moyens, il y a des milieux. Ouais. Donc tout le monde, il y a des femmes, des gars. Mm. Donc, qu'est-ce qui se passe au Québec en ce moment? Les gens ouais. sont en train de se réveiller. Ouais. Les gens sont écœurés, on dirait. Mais, tu sais, je regarde ça, il y a le Québec qui a été construit par nos grands-pères, nos grands-mères, tout ça, puis les gens, les immigrants qui ont des racines profondes au Québec, là, je pense aux Italiens, aux Grecs, aux Irlandais, puis ça. Puis eux autres aussi, c'est leur pays, tu sais, c'est leur vie, c'est la culture et les c'est valeurs du Québec. Ouais, exactement. Québécois, comme nous là. Oui, on a un système, une vie qui s'est construite ici avec des valeurs. Puis là, il y a quelque chose qui est en train d'être chambardé de façon trop brutale. Puis les gens acceptent pas ça, là. T'sais, donc, c'est plus une question surtout, maintenant je pense que les indépendantiste, fédéraliste. Non, mais c'est surtout une question ici, le principe, c'est que les gens ne sont pas consultés. C'est-à-dire que tu as été élu un gouvernement pour 4 ans, peu importe que ce soit municipal, provincial ou fédéral, pendant 4 ans, tu n'es pas consulté. C'est ça, ils font ce qu'ils veulent. Ils viennent les référendums municipaux puis tout. Donc, ils ne sont pas consultés. Donc, ils sortent des commissions, des consultations sans consulter les gens. Donc, non, ça, c'est pas correct. Les gens, peu importe leur langue, leur religion, souvent, leur couleur, ils n'acceptent pas ça. Donc là, il y a convergence en ce moment. Ben, c'est ça, exactement. Des anciens ennemis, disons, je te dirais, des gens qui n'ont pas naturellement, là, historiquement, des points en commun. Maintenant, on dirait qu'ils s'en trouvent, là. Tu sais, de dire, hey, on est tous ensemble sur le même territoire, là. Puis là, on n'aime pas ce qui se passe. Ben, je pense que les gens s'aperçoivent aussi que les médias de masse, ils ont une narration unique. Ils ont un message unique. Par exemple, j'ai sorti de quoi tout à l'heure sur ma page Facebook, là, Daniel Saint-Hilaire. C'est une manifestation qu'il y a eu en France comme hier. Puis que les médias français en ont pas parlé. Puis il y avait des milliers de personnes. C'est un média anglophone qui l'a sorti. D'écouter, il y a un blocage d'images en France. Voici, nous, on le sort. J'ai partagé ça, j'en revenais pas. C'est incroyable, des millions de personnes dans les rues là, en France. Mais ils n'en parlent pas. Des milliers, en tout cas, des centaines. Dans la rue, ça ressemblait pas mal. Des dizaines de milliers, certains, là, des centaines. Oui, c'est vrai, des millions, des milliers. Des milliers plutôt. Ça ressemblait à ce qui se passe en Barcelone, là. En Catalogne. C'est incroyable, là, ce qui se passe là-bas. Puis on n'en parle pas beaucoup ici. On en parle un peu, là, mais très, très peu. La démocratie a été bafouée. Ils ne veulent même pas consulter. Il y a un contrôle de l'information qui est extrêmement serré. Sais-tu qu'est-ce qu'ils ont fait, le gouvernement espagnol, Madrid? Ils ont voulu bloquer, fermer les écoles. Parce qu'ils savent que les écoles, c'est là que le vote va se faire. Est-ce que tu sais, ça a été la réaction des étudiants? Ils ont resté dedans. Ils sont dedans. Ils sont dedans, là, ils couchent là. Ah oui? Ah oui, ils couchent là, les étudiants. Non, ils disent non. Ils ne fermeraient pas les écoles parce que c'est là qu'il va y avoir le référendum. Et là, le problème, c'est quoi? C'est les policiers. Les policiers de la Catalogne. Là, ils sont comme pognés. Il faut qu'ils respectent la loi, c'est leur travail. Ils ont juré à l'Espagne serment. Là, il va falloir qu'ils les arrêtent, les sortir. Mais ils sont déchirés, les policiers de la Catalogne. C'est leurs enfants puis leurs filles. J'ai hâte d'avoir la suite parce que c'est vraiment la démocratie qui est bafouée complètement. Daniel, il reste à peu près 10 minutes. Je vais parler un peu du rassemblement du 14 octobre. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, la Fondation Équipe Québec organise un grand rassemblement avant le match de hockey du 14 octobre devant le Centre Bell. On va réclamer que l'Organisation des Canadiens de Montréal s'engage à recruter, à sélectionner un minimum de 10 joueurs québécois dans l'équipe. Donc, pour appuyer ça, depuis quelques semaines, je sors des nouvelles, je sors des articles qui disent que, dans des centaines d'équipes et de ligues dans le monde, il y a des politiques pour, on appelle ça valoriser les joueurs nationaux. C'est que ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que à force d'avoir tellement de joueurs étrangers dans leur ligue,
lorsqu'il y avait des championnats mondiaux, le calibre diminuait énormément pour le pays. Donc, j'ai sorti cette semaine la Super Ligue chinoise de soccer. OK, donc c'est une ligue qui prend beaucoup d'ampleur parce qu'ils ont de plus en plus d'argent en Chine. On sait qu'il y a une forte croissance économique. Donc, ils sont capables de se payer là, des superstars du foot, du soccer. Et puis, devant la flambée du recrutement puis des salaires faramineux qui se donnaient à ces joueurs-là, ils ont décidé d'instaurer des règlements pour limiter la venue de joueurs étrangers pour mieux développer les joueurs chinois. Parce que le but ultime des Chinois, c'est de dominer le monde du soccer à long terme, à moyen terme, même bientôt. Là. Ils veulent pas que ça prenne 50 ans. Là. Ils veulent que dans les 2-3 prochains mondiales de soccer, la Chine soit parmi les bonnes équipes. En tout cas, ils ont le bassin de population pour... c'est ça, s'ils s'y mettent. Mais ce qui arrive, c'est que si dans leurs équipes professionnelles, ils font pas jouer les joueurs chinois, ils engagent des joueurs étrangers, leurs joueurs élites ne se développeront pas comme ça devrait. Donc, c'est un peu notre point de vue. C'est qu'au hockey, il y a des experts de hockey au Québec, des techniciens, des entraîneurs qui sont des sommités, mais on les sélectionne pas, on leur donne pas la chance d'atteindre les plus hauts niveaux. OK? Donc, si par exemple, le Canadien de Montréal prenait toujours un Québécois comme Serge Savard le faisait, à ce moment-là, on aurait un minimum de 10 Québécois dans l'équipe des Canadiens de Montréal. Pas juste ça. Comme tu disais la semaine passée, le Canadien de Montréal devrait retourner à la population, c'est-à-dire peut-être de s'occuper du développement, comme les équipes de soccer font. Comme l'Impact fait, par exemple, avoir des clubs sous eux autres de 8-10 ans, 12-14. Et c'est, mettons, une vingtaine ou une trentaine de joueurs seraient développés à l'année longue. Et avec peut-être un match par semaine et des tournées dans le monde, pour développer des joueurs pour qu'ils jouent contre des joueurs supérieurs et jouer ensemble. Si les meilleurs joueurs jouent ensemble, ils jouent contre des très bons joueurs d'autres pays, par exemple, ils pourraient se développer plus rapidement. Ça serait une bonne idée, comme tu disais la passée, que les Canadiens s'occupent aussi du développement. Absolument, qui s'inspire un peu de l'Impact de Montréal. L'Impact Barcelone, qu'est-ce qui se passe en Europe aussi. Exactement, ils ont toutes des académies de développement, puis tout ça. Donc, le Canadien de Montréal se fie aux ligues de développement junior majeur du Québec et tout ça pour sélectionner les joueurs. Mais ils se déresponsabilisent du développement des joueurs québécois en se disant sont pas assez ci, sont pas assez ça, nos joueurs, fait qu'on les sélectionne pas, on a des meilleurs en Finlande, en ci, puis en ça. On sait que la Ligue majeure du Québec, c'est une ligue axée sur la business. En plus, ça c'est un autre. Les propriétaires fassent de l'argent, exact. Donc les gars, il faut qu'ils jouent souvent, ils n'ont pas le temps de pratiquer souvent, puis se développer. En plus, souvent, ils vont au cégep, ils sont très épuisés lorsqu'ils jouent. Donc, il y a ça aussi. Donc, il faudrait que les Canadiens se mêlent aussi du développement vers l'excellence. Oui. Donc, pour revenir à la Chine, le gouvernement chinois a mis dans ses priorités nationales le développement de l'équipe nationale de soccer. OK? Donc, il veut vraiment là, que l'équipe nationale des hommes, ils veulent, par exemple, en 2050, leur objectif, c'est de gagner le mondial de foot en 2050. Donc, d'ici 30 ans. OK? Donc, je vais essayer de trouver la statistique là, au niveau des joueurs, du quota de joueurs étrangers maintenant qui vont avoir. Donc, la Super Ligue chinoise a annoncé une série de mesures en réponse à leur irritation par rapport aux dépenses folles que les clubs faisaient pour acquérir des joueurs internationaux. Donc, ils ont restreint maintenant les dépenses que les clubs peuvent faire et ils ont confirmé un maximum de joueurs étrangers par club pouvait évoluer lors d'un match. Donc, vois-tu ici, je lis le chiffre, là, c'est ça que je cherchais. Donc, ils vont réduire ça de 4 à 3. OK, sur le 11 partants. OK, donc on sait qu'au soccer, il y a 11 joueurs sur le terrain. Donc, avant ça, il y avait déjà un quota de 4 sur le 11 partants, puis là, ils vont le réduire à 3.
Donc, 11 partants, c'est-à-dire des joueurs habillés sur le banc. Oui, ils appellent ça le 11 partants. C'est les joueurs qui commencent le match. Après ça, il y a des changements. Là. Mais donc, mais dans l'équipe, tu veux dire qu'il y a 3 joueurs maximum maintenant. Oui, maintenant, il va y avoir 3 joueurs. Non, ils peuvent en avoir plus. Mais sur le terrain en même temps, en même temps 3. Okay. Maximum de 3 sur les 11. Ça veut dire qu'il y a tout le temps... Donc, il y a toujours 8 Chinois. 8 Chinois, sur le terrain. Okay. Sur le terrain. OK, donc, mais on sait que le Canadien de Montréal pourrait facilement avoir un minimum de 10. Donc, on vous invite, tout le monde, à venir avec nous. Il va y avoir une scène. Là, il y a des gens qui vont faire des discours. Donc, Daniel, entre autres, va faire un discours en faveur de la promotion des joueurs québécois, impliquer le développement des athlètes québécois à tous les niveaux, surtout au hockey, c'est notre sport national. Il n'y a pas de raison qu'on donne pas la chance à ces joueurs-là de se faire valoir avec le club sportif le plus important au Québec, qui est le Canadien de Montréal. Il faut qu'il donne l'exemple pour tous les autres. C'est un samedi soir, hein? Oui, donc samedi le 14 à 18h30. Le match, je crois, qui est à 19h. Match un peu par hasard, mais que ça tombe bien, c'est Toronto contre Montréal. Ils viennent nous battre 2 fois de fil de suite. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Hier, on a perdu à Québec contre les Marlies de Toronto. Oui. OK, donc là, on avait quoi? Combien de joueurs québécois dans l'équipe hier? Il devait en avoir 4 à peu près. Drouin était là, Hudon était là. Hudon est blessé. Hudon est blessé, je pense. Il est blessé, bon, OK. Ouais, Drouin. Dano, OK. Mitchell, Torrey Mitchell. Ouais, ça fait 3, OK. Ça fait 3, puis Gélina, Éric Gélina, okay, il est défenseur. Okay. Donc, il devait au moins 4. Je ne veux pas dire qu'ils vont commencer à Montréal, mais on avait 4. Mais, Donc, écoute, on a 6 défaites en ce moment de suite. Ouais. 6 défaites. Non, bah, c'est moi. ça, on a 6 défaites. Ben oui, les gens chialent, là, mais... Non, mais je parle des faits, là. Ouais, je sais. Ce sont des faits. Ben oui. Donc, écoute, 6 défaites avec 2-4 Québécois ou 6 défaites avec 10 Québécois, c'est quoi la différence? 6 défaites. Ah, absolument. Non, c'est sûr que... Bon, au moins, des joueurs québécois qui jouent, ils prennent l'expérience de la Ligue nationale. Ouais. Ils se développent aussi. C'est certain que quand tu les mets dans des situations de haut niveau, ces joueurs-là, il y en a une couple qui vont percer, qui vont se développer, qui vont se faire voir. Donc, le Canadien a un rôle social à jouer aussi. C'est pas juste une entreprise privée qui fait des profits. Ils ont vraiment une responsabilité envers le hockey québécois. C'est ça qu'on veut faire comprendre à M. Molson. C'est nous, on est prêt à encourager le Canadien de Montréal, mais encore plus si il démontre un signe de respect envers le Québec, envers les joueurs du Québec. Ben, c'est rassembleur. Okay. Écoute, regarde, j'utilise souvent l'exemple de Didier Drogba. Quand Didier Drogba a joué son premier match avec l'Impact, il y avait au moins 500 Africains. La Côte d'Ivoire, des estrades. Ouais. Voyons donc. Rassembleur, ça a attiré du monde. Mais s'il y avait plus de Québécois, je pense aussi que les gens aimeraient plus peut-être leur équipe. Mais M. Molson, dans une situation difficile, hein, moi j'analyse ça, là, je voudrais pas être dans ses souliers parce que il évolue dans un marché où on dit qu'il y a 80% de francophones au Centre Bell, 20% d'anglophones. Donc, M. Molson, c'est un Québécois qui est issu de la communauté anglophone, on se le cachera pas. Donc, d'aller favoriser, disons, les joueurs québécois, ça risque de déplaire aux gens de sa communauté anglophone qui, j'imagine, ne sont pas tous d'accord avec cette philosophie-là. Pourquoi? Okay? Parce qu'ils vont dire qu'on va perdre, c'est ça? Non, parce que eux autres vont dire on n'a pas d'affaire à favoriser le Québec. C'est pas l'argument des connaisseurs de hockey. Les connaisseurs de hockey, ils disent tout le temps, ouais, mais s'il va y avoir plus de Québécois, on va perdre. Écoute, on l'a pas gagné depuis 93. Exact. 93, il y avait à peu près... Il y en a eu peut-être 16 à 19 joueurs qui ont joué dans la saison. Puis quand on gagnait la Coupe cette année, il y en avait à peu près 13 habillés. Donc, il ne faut même pas faire croire qu'un Québécois ne peut pas aussi bien jouer que bien d'autres équipes. N'oublie pas, Québécois qui va jouer sur la glace, là, il va donner son 100%, c'est sûr. Absolument, oui. Parce que l'été, il reste à Montréal, là, ou il reste au Québec. Il y a des bonnes chances qu'il va donner son maximum. Et il y a déjà eu des équipes qui ont collé une symbiose ensemble, harmonieuse. Par exemple, l'équipe des Américains qui ont gagné les Jeux olympiques en 80 à Lac-Placide. C'était des jeunes souvent, la plupart des NCAA, des jeunes de 19 à 22. Ils ont battu les Russes, les Finlandais, le Canada. Écoute, quand une équipe devient une équipe, elle n'est pas battable. Exact. Donc, pour savoir une équipe,
qui va nous ressembler, qui va manger des dents dans la baie vitrée. Tu sais, des gars qui vont donner le maximum. Hey, des Régis Chartrand! Des Régis Chartrand, c'est la glace, là. Écoute, on va en découvrir. On va en découvrir des battants, des joueurs qui sont incroyables. Joe Monferrand pour défendre les petits. Des Joe Monferrand modernes de 2017. Ben oui. Maurice Richard aux yeux de feu. Il y a eu un autre argument qu'on a entendu dans les 20 dernières années, c'est que les Québécois ne veulent pas venir jouer à Montréal. Mais moi, je vais répondre à ça. C'est que c'est sûr que s'il y en a juste 2-3 dans l'équipe, là, ils savent qu'ils vont être épiés, puis ils vont être harcelés par les journalistes. Le gars de Drouin, cette année, le sauveur. Ouais, mais c'est ça. Mais s'il y en a juste 2-3 dans le vestiaire, là, ils vont être attaqués comme, comment on dit ça, des mouches à marde, là, tu sais. Donc, s'il y en a 10, par contre, là, c'est que là, la pression est répartie sur 10 joueurs au lieu de juste 2. C'est pas tout le temps le même qui va au micro. Exactement. Puis ils vont pouvoir s'entraider entre eux autres. Tu sais, la pression, là, ils vont se la partager. Ils n'auront pas tout ça sur leurs propres épaules. Donc, plus ils vont en choisir... Le Canadien va redevenir une équipe. Puis j'écoutais Ron l'autre jour à la radio, il demandait à un auditeur, il dit, quelle est l'identité du Canadien? Il n'y en a plus. Le gars, il n'a pas pu répondre, puis Ron n'a pas pu répondre. Il n'y a pas d'identité, il n'y en a plus d'identité. Exact. Bon, mais développe-en une identité. Là. Puis le Canadien a une histoire, une tradition, puis ils ont coupé complètement avec cette tradition-là. C'est pas normal, ça. Tous les clubs en Europe, là, oui, ils ont intégré les meilleurs joueurs de soccer mondiaux, mais ils ont quand même gardé une certaine tradition dans leurs équipes. Un des messages. Vas-y, c'est François Saint-Louis. Oui, salut tout le monde. On va se voir dans quelques minutes au Journal du Soir. Je suis en train de préparer toute une émission pour vous, mesdames et messieurs. Juste un exemple concernant le club de hockey canadien. C'est seulement une petite anecdote cet après-midi dans ça le métro. T'intéresse pas, toi, le hockey? Tu l'as dit, je t'ai entendu hier. Ah, vas-y. Laisse-les pas parler. Laisse-les. Vas-y, parle. Anecdote que j'ai entendue dans le métro en m'en venant de travailler ce soir. Oui. Il y avait deux gars qui jasaient ensemble, puis ils parlaient du Canadien. Et puis, tout ce que j'entendais, c'était des noms des joueurs. Les gars, évidemment, surtout un des deux, sensiblement, visiblement, il savait de quoi il parlait. Je n'ai jamais entendu parler, parce qu'ils jasaient beaucoup de joueurs du club, là. J'ai pas entendu un joueur d'un nom en consonance québécoise. J'entendais Galchenyuk, puis d'autres noms. Gallagher, ouais, c'est ça. Gallagher, Galchenyuk, Pacioretty, Gérabek. Là, j'écoutais, puis je me disais, il n'y a plus de gars d'ici. OK, il y a de nouveau, Drouin. Drouin, Dano, Mitchell. Le sauveur. En tout cas, je vous donne rendez-vous. Juste une petite anecdote comme ça. Les gars, bonne fin d'émission. Et puis on il faudrait parler de Butch Bouchard la semaine prochaine avec toi. Ouais. OK? En terminant, Daniel, je te souhaite une bonne semaine nationale des entraîneurs. C'est cette semaine, ça. Donc, Daniel, tu es un entraîneur dévoué, passionné. Donc, je souhaite que ton travail soit mieux reconnu à l'avenir et mieux rémunéré. On n'aura pas peur de le dire, là. Sais-tu quand est-ce la première année d'entraîneur au Canada? 1989. Je me souviens comme c'était hier, parce que c'était la première fois et j'étais président à l'époque de l'Association québécoise des entraîneurs. Donc, 89, la première. Écoute, c'est vous qui faisiez le développement de notre jeunesse, OK? Comme un professeur le fait, et vous méritez beaucoup mieux au niveau du salaire. C'est extrêmement important. Les entraîneurs méritent plus qu'une semaine. Ils méritent un salaire adéquat, avec des conditions, avec des avantages sociaux, ce que les entraîneurs québécois n'ont pas. Donc, c'était une autre émission. Écoute, merci François, merci à Dan Phillips, merci à Gilles Vachet pour cette émission. Donc, je suis avec Stéphane Allenger. Et mon nom est Daniel Saint-Hilaire et nous étions à l'émission Radio Infosport sur radioinfocité.com. Donc, nous sommes jeudi le 28 septembre 2017. Donc, on vous prépare le terrain pour le Journal du Soir avec François Saint-Louis. Donc, à plus. Merci d'avoir été avec nous. Si vous avez des commentaires sur l'émission, nous vous invitons à nous écrire.
Notre adresse de courriel est studio@radioinfocité.com. Je répète, studio@radioinfocité.com. Merci et à la prochaine.